Bon, bah, merci de vous être déplacés ce soir pour ce premier, alors deuxième annoncé, parce que le premier annoncé était tombé un jour de grève. Donc on la remercie à l'échange. Merci à Lyon pour les micros. Forum des spectateurs, c'est une initiative qui va avoir lieu dans tous les cinémas d'Est ensemble pour amorcer ou parfois prolonger, ou enfin un dialogue comme ça avec vous, avec le public, pour échanger sur notamment la programmation, mais après on peut aussi penser à des sujets plus larges. Alors ce premier forum, on l'a pensé un peu large, on n'a pas défini de thème très précis, on s'est dit que peut-être on pourrait commencer par échanger avec vous. On va se présenter tous les trois membres du pôle programmation pour vous expliquer. Oui, je remercie aussi au passage l'association Encore Mêlée, qui est partenaire de... Je manque à tous mes devoirs, qui est partenaire aussi de cette initiative. Voilà, j'avais peur de me fesser après. Donc on va d'abord vous présenter un petit peu nos trois fonctions, nos missions dans les grandes lignes, peut-être pour certains des choses que vous connaissez peut-être déjà et d'autres pas, pour entamer le débat, puis ensuite on vous passera assez vite la parole pour poser toutes les questions que vous avez envie de poser. Voilà, si ça vous va comme façon de faire. Oui? Non? Voilà. Oui. Alors, donc moi je suis Marie Boudon, je suis la programmatrice du cinéma, Méliès, depuis 2014. Donc ma mission, c'est, comme son nom l'indique, la programmation des films. Ça va de visionner. On se donne comme but de voir tous les films qu'on programme. Alors bien sûr, tous, ça ne veut rien dire, il y a quelques exceptions. Quand on a un blockbuster qui ne va pas avoir de projection assez en amont pour notre programme, dans quelques exceptions, on s'autorise bien sûr à programmer certains films sans les voir, mais la très grande majorité des films doivent relever de choix conscients, etc. Donc, quand je dis on, c'est toute l'équipe de programmation avec Stéphane Goudet aussi, qui est le directeur artistique. On s'astreint à ne programmer que des films qu'on a vus et qu'on a vraiment choisi dans un cadre du programme. Donc voir les films, ensuite négocier les sorties avec les distributeurs. Alors il y a beaucoup de cinéma en France qui travaillent à la semaine, c'est-à-dire tous les lundis matins, on va avoir des distributeurs au téléphone pour décider du programme de la semaine. Nous, on a conservé le mode de fonctionnement du cinéma qu'il a depuis des années, comme toutes les équipes précédentes, comme vous le savez, avec un programme imprimé sur 5 semaines. Ça a de très gros avantages et aussi, il ne faut pas se le cacher, des inconvénients. Les avantages, c'est pour les spectateurs, je pense, de pouvoir prévoir longtemps à l'avance, de pouvoir savoir ce qui va se passer, de pouvoir anticiper peut-être un film que vous avez envie de voir ou de pouvoir justement venir nous poser des questions sur la programmation à venir. Pour nous, l'avantage, c'est justement d'échapper à cette logique du lundi matin, de la concurrence, de choisir le film qui va, de céder un petit peu à des pressions, parce que les pressions peuvent être assez grandes avec certains distributeurs, et d'anticiper très en amont, prenant des risques. Alors, les risques sont mesurés quand on assiste salle, parce que la programmation s'équilibre toujours d'une façon ou d'une autre. Et surtout en affirmant vraiment, ça permet d'éditorialiser vraiment beaucoup plus la programmation, d'affirmer des choix, etc. Les inconvénients vont être, quand on a un film qui cartonne, et je pense surtout à des films peut-être plus modestes, qui ont des succès pas forcément prévus, on est bloqué, on ne peut pas les prolonger, donc ça peut créer des arrois, voire des colères de certains distributeurs ou parfois de certains spectateurs qu'on peut comprendre. Voilà, donc on est un petit peu figé dans ce carcan, mais nous on y voit vraiment plutôt une façon d'échapper un petit peu à une logique de marché. Je dis un petit peu parce qu'on est quand même un établissement culturel et commercial. Donc les négociations avec les distributeurs se font pour nous au fil de l'eau, il n'y a pas de jour déterminé. Les distributeurs, ça peut être des toutes petites sociétés de 2 personnes qui sortent 5 films par an, ou des sociétés des studios hollywoodiens qui vont avoir un line-up jusqu'en 2025 avec le 14e opus de leur franchise
Voilà, donc on a des rapports aussi divers qu'enrichissants avec eux. L'avantage qu'on a au Méliès, de par plein d'éléments, notre histoire, notre situation, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de problèmes d'accès aux copies. On est plutôt souvent désiré en fait par les distributeurs. Souvent, la plupart des films qu'on a envie de passer, on peut les passer. Il y a bien sûr, encore une fois, des exceptions avec certains distributeurs, avec certains films, pas forcément ceux auxquels on pourrait penser. Je pense par exemple à un film qui nous avait été refusé en sortie nationale, c'était Être vivant et le savoir d'Alain Cavalier. Donc, un choix assez surprenant de la part du distributeur Pathé, mais on n'avait pas pu l'avoir dès sa sortie. Alors, on l'a passé par la suite. Alain Cavalier est venu me présenter. Ça n'a pas forcément été un drame, mais ce genre de choix peut être assez étonnant. Voilà, donc la négociation avec la distributeur, ça implique une négociation sur une durée de programmation du film, un nombre de séances qui parfois peut être défini de façon extrêmement précise, à la séance près, à l'horaire près. Parfois on nous demande d'envoyer une grille préalable pour valider une programmation, les versions des films, ensuite évidemment organiser les événements avec la venue d'un distributeur, un réalisateur ou d'une équipe. Ça c'est pareil, c'est une question souvent de ping-pong, de désir des uns ou des autres. Il y a des gens qu'on a très envie d'inviter, il y a des gens qu'on a très envie de nous faire inviter. Enfin, voilà. Donc, on cherche en permanence un équilibre entre les types de films, entre les types de réalisateurs, tout en gardant à l'idée de vous proposer que des films qu'on valide. C'est pas forcément uniquement des films qu'on adore, c'est pas notre vidéothèque personnelle, évidemment. On pense aussi au goût du public, mais on recherche en permanence cet équilibre. Et puis voilà, ça c'était pour la partie des négociations, puis ensuite bien sûr la fabrication du programme dont on sort tout juste, là, qui est fait sur 5 semaines, donc c'est aussi un moment assez intense qui prend une bonne semaine en tout de travail entre la rédaction des textes et la fabrication de la grosse grille. Donc ça c'était en fait pas que mon travail, parce que ce travail-là, il est réparti sur les différents pôles de la programmation. Moi, on va dire que mon travail, c'est la programmation généraliste, et puis d'harmoniser tout ça et de tout faire rentrer dans un planning, dans un carcan, dit Caroline. Voilà, ça vous donne une idée. Et ensuite, avec mes collègues du pôle programmation, donc Alan Chic et Caroline Carré, je ne sais pas qui veut enchaîner en premier. Alan, okay. Le dernier arrivé. Donc, bonsoir à tout le monde encore. Je m'appelle Alan Chic, vous me connaissez sûrement. J'ai été à l'accueil pendant plusieurs années. Je suis arrivé en Méliès en 2015 à l'ouverture. Donc là, je suis au jeune public et le travail est divisé en 2 temps. En fait. Il y a le temps scolaire et le temps non scolaire. Au Méliès, l'année dernière, on a attiré un tout petit peu moins de 370 000 spectateurs. Sur ces 370 000, il y avait beaucoup de séances scolaires. Je ne sais pas combien. J'ai pas révisé ça, mais ouais, plusieurs dizaines de milliers de spectateurs scolaires. Oui. Exactement. Et je pense au moins 40 ou 50 000. Oui, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même pas important notre public. C'est des publics que vous ne voyez pas forcément, parce qu'ils viennent essentiellement le matin, pour la plupart. Ou quand vous les voyez, vous faites souvent des remarques. Ah, il y a des enfants. Effectivement, on les entend. Qu'est-ce que je voulais dire dessus? J'ai pas vu le film. Sur la programmation des séances choix, oui, alors il y a la programmation. Alors, normalement, je voulais dire autre chose. Temps scolaire et le deuxième temps public. Le deuxième temps. Très bien préparé cette soirée. Donc, à Montreuil, il y a énormément de cabinets scolaires. J'ai compté tout à l'heure, il y a 6 lycées, une quinzaine de collèges, des écoles. Non, 10. Plus, 10 collèges, c'est déjà pas mal. Donc, pardon? Plus de 50. Plus de 50. Donc, vous voyez, il y a énormément d'établissements scolaires. Nous, on va de la crèche jusqu'au lycée. On charrie énormément de publics scolaires. Et c'est pas que de Montreuil. J'ai des demandes de Rogny, de Fontenay, de Bagnolet. Donc, on est assez sollicité parce qu'on a 6 écrans, parce qu'on a une programmation qui peut l'être. Et dans le temps scolaire, on a ce qu'on appelle des dispositifs.
Les dispositifs sont mis en place à l'échelle de l'éducation nationale. Les enseignants s'inscrivent à ces dispositifs et je ne choisis pas les films du dispositif. Par exemple, cette année, les lycéens vont voir des films comme Alien, Laura, de Preminger, Mustang, L'île au trésor, j'ai plus le nom du réalisateur. Guillaume Braque. Merci, programmatrice. On comprend. Donc, c'est pour ces dispositifs-là, c'est des classes qui sont sélectionnées, ça se base sur le volontariat, ce sont des enseignants en général qui sont assez cinéphiles ou qui ont une appétence pour le cinéma. Souvent, on retrouve les mêmes, c'est des enseignants de lettres ou d'histoire-géographie, beaucoup de temps en temps mathématiques. Et donc, ils viennent et les séances bénéficient d'un accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a un travail en amont, en classe, pas tout le temps, on va être honnête, sinon on ne va pas tout le temps le faire. Mais en tout cas, quand ils viennent au Méliès, moi j'accompagne toujours les séances, donc on projette ce qu'on appelle des slides sur l'écran, et à la fin, et ça c'est plus difficile à faire, on a un temps d'échange. Ce matin par exemple, j'ai eu des collégiens qui ont vu un film qui s'appelle L'Esprit de la ruche de Victor et Lycée, un film espagnol de 73, c'est un film assez exigeant pour les collégiens, donc il a fallu beaucoup travailler avec eux avant le film et après le film. Donc je vais vous parler des dispositifs, on en a 4 au Méliès. On a ma première séance pour les maternelles, on a école et cinéma, collège au cinéma et lycéen et apprenti au cinéma, et à chaque fois ils vont entre 3 et 4 films par classe. Et de temps en temps on est sollicité par des enseignants pour voir des films, soit alors les deux types de demandes, soit ils veulent venir voir un film du programme, par exemple on a eu des demandes sur Les Misérables, sur J'accuse, sur souvent des films qui ont une actualité ou qui résonnent avec ce qu'ils vont travailler, ou alors ils viennent nous demander des demandes, des demandes qu'on n'a pas dans le programme. Et là, c'est un peu plus compliqué, parce que, comme Marie l'a dit, c'est des négociations qu'on doit faire, et on doit demander à l'ayant droit une autorisation de faire une séance. Et nous, le tarif scolaire, il est assez bas, c'est 2,50 € pour les lycéens et les collégiens, et 2,30 € pour en dessous. Donc le distributeur, souvent, il met ce qu'on appelle des minimums garantis. Et un minimum garanti, c'est un minimum où il est sûr de l'avoir. Et sur des séances, on fait très peu de monde. Si le minimum garanti est trop élevé, du coup, on s'y perd. En tout cas, le cinéma perd de l'argent. Nous, ce qu'on essaie de faire... Donc on le fait pas. Ouais, du coup, on le fait pas. Et du coup, la classe voit le film. Soit elle ne voit pas le film, soit elle le voit en classe, sur un DVD. Et moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le cinéma, c'est au cinéma. C'est dommage. Et donc là, c'est vraiment un rapport, une négociation qui s'enclenche avec le distributeur, où on essaie de faire baisser le prix, pas parce qu'on veut faire baisser le prix absolument, mais parce qu'on veut juste un peu rentrer dans nos frais, c'est façon de parler. Et bon, la plupart du temps, ça se passe bien, mais des fois, on a des convenus. Et souvent, quand Marie travaille avec un distributeur sur les sorties en exploitation continue, ça se passe très bien, par exemple. Mais des fois, en sortie scolaire, on n'a pas le même rapport. Et du coup, en hors temps scolaire, mon travail, c'est un peu plus sensiblement le même que Marie, c'est-à-dire voir beaucoup de films et essayer de les proposer. Nous, la subtilité dans le jeu public, c'est qu'on essaie de raisonner par tranche d'âge. On essaie d'avoir un film qui convienne à chaque tranche d'âge, sachant qu'on a des publics qui viennent à partir de 3 ans. Donc on fait 3, 5, après 5 jusqu'à 7, 8, et après 8 jusqu'à 11. Et au-dessus de 11, 12, ça devient un peu plus compliqué, en tout cas de se positionner, de mettre vraiment un âge. C'est aussi parce que c'est un âge où les enfants échappent un peu à l'injonction des parents et du coup font trop ce qu'on leur dit de faire. C'est ça. Typiquement, souvent, c'est pas qu'on a du mal à capter un public adolescent, c'est peut-être plus effectivement qui peut-être pas trop envie de venir au cinéma. Mais moi, en tout cas, moi, je vois personnellement, je vois beaucoup d'adolescents venir au cinéma, c'est pas un problème pour moi. Et les films de ce programme donc, public sont aussi proposés par ailleurs aux scolaires dans un programme propre. Propre au cinéma. Tous les programmes sont très propres. Merci. On dit un programme qui s'appelle Voyage dans la Lune, qui est la destination essentiellement des primaires, maternelles et crèches, où on sélectionne des films qu'on valide. Pourquoi je dis qu'on valide? Parce qu'on les propose à des enseignants, donc il faut qu'ils viennent sur des films un peu... il ne faut pas qu'il y ait trop d'aspérité, il ne faut pas qu'il y ait de séquences un peu trop fortes. Et avec ce programme, moi je le donne, je prends une voiture, je vais derrière l'établissement,
Et après, les enseignants m'envoient des mails. J'ai également une newsletter qui est partie aujourd'hui pour les collèges et les lycées, parce que c'était un public qu'on avait du mal à... Enfin, il y avait un petit trou. En tout cas, le programme qu'on avait Voyage dans la Lune faisait un peu trop enfant, et du coup, au collège et lycée, il y avait une rupture. Et qu'est-ce que je ne sais pas si je dis tout. Ah, oui, je vais juste ajouter qu'on a aussi des centres de loisirs qui viennent tous les mercredis matins. Ouais. Alors, le centre de loisirs, c'est quelque chose qu'il faut vivre une fois dans sa vie. Ils arrivent à... Normalement, c'est 10h. 10h, le film commence, mais on a tous les centres de loisirs de Montreuil, donc évidemment, il y a toujours qui arrivent à 10h15 et d'autres qui arrivent à 9h45. Donc, on les met dans la salle 1, ils sont... On ne sait pas combien ils sont. Pas plus que 300, parce que de toute façon, il n'y a pas plus que 300 places, mais en général, ils viennent à... C'est 8 par centre de loisirs. Et ils arrivent comme ça, de façon sporadique, et puis voilà, tranquille. Vous allez voir quel film? Ah, Reine des Neiges 2. Ah bah non, c'est pas la Reine des Neiges. C'est pas qu'on veut pas leur proposer la Reine des Neiges, mais c'est plutôt comme c'est des films qu'ils ont peut-être l'occasion de voir au Méliès, soit avec leurs parents, soit en sortie. On essaie de proposer plutôt des films plus dans la programmation du public. Je crois que le dernier film qu'ils aient vu avant la rentrée, c'est un film qui s'appelle Mission Yeti. Et bon, un film d'animation, Mission Yeti, un film d'animation québécois. Super film. Et on alterne en fait entre maternelle et élémentaire. Maternelle et élémentaire, c'est la petite subtilité. Un mercredi. Mais c'est tous les mercredis, sauf pendant les vacances d'hiver et les vacances, enfin, pardon, les vacances de Noël et les vacances, les grandes vacances. Et c'est un bon public. En général, ils sont assez contents de venir là. Les animateurs sont assez contents d'être là. Ils crient beaucoup dans le hall, donc c'est un peu difficile pour les agents de caisse, mais après une fois qu'ils sont partis, on est... Puis je ne sais pas si j'ai tout dit sur le public. Alors je vais être assez courte parce que j'aimerais bien aussi entendre vos questions. Et comme ça, dans les grandes lignes, mon poste, donc c'est un poste de développement des publics. Mon intitulé, c'est Conquête des publics. Donc je suis partie à la recherche des publics depuis 2010. Ce qui m'a amené à prendre contact avec énormément d'associations sur la ville et sur le territoire d'Est Ensemble aussi. Bon, c'est un peu élargi depuis mon arrivée. Et ce qui me permet quand même d'avoir une connaissance des habitants et des attentes aussi du public au travers de ces associations qui sont très présentes sur la ville, mais aussi sur le territoire plus large de l'Est Ensemble. Je travaille avec des associations, alors à peu près une trentaine d'associations, des associations comme Amnesty. Là, je vois des représentantes de l'association Amnesty, Amnesty International, mais c'est quand même le local. Je suis désolée, Sophie, de te dire. Pour moi, c'est quand même l'association de Montreuil, de Romainville, qui me sollicite régulièrement pour qu'on mette en place un cycle. Donc, on a Amnesty, on a la LDH. Là, ce sont plus des sujets, des débats de société sur le droit, les libertés fondamentales. Et donc, il va y avoir une séance qui aura lieu, je fais un peu de pub, si vous avez envie de participer à cette séance, c'est vendredi 28 février à 20h40. On présentera Into the Abyss avec un intervenant, trois intervenants de Amnesty, évidemment pour l'abolition de la peine de mort. Voilà, donc j'espère que vous viendrez. Ce ne sont pas des sujets très simples et souvent pas très gais. Donc on est amené à traiter avec ces associations. Je pense aussi l'association Ultime Liberté, la DMD, qui sont aussi des associations avec lesquelles on a mené des cycles. Et puis après, on a des associations plus liées à l'insertion aussi des personnes. Je travaille avec des services municipaux aussi, avec le service intégration, la mission handicap de la ville, l'association Cinéma Différence. On fait un cycle chaque mois, une séance en direction des personnes en situation de handicap avec des troubles de comportement, et donc on met en place cette séance. Elle est ouverte à tous, évidemment, c'est une séance
tout public, mais donc, aussi qui accueille des personnes et leurs familles à des séances de cinéma, ce qui n'est pas facile pour eux. En général, ils ne vont pas au cinéma, donc là c'est vraiment le lieu d'accueil d'un certain nombre de familles qui sont devenues habituées de ces séances. Voilà, puis on travaille avec d'autres associations, je pense à l'association Retour d'Image aussi, avec Entre deux mains, demain pour s'entendre, entre deux mains, Demain pour s'entendre, qui sont aussi des associations liées au handicap, donc les personnes sourdes. Pour Demain pour s'entendre, Retour d'Image chez Polyhandicap, Trisomie 21, enfin, voilà. Donc ce sont vraiment tout un pan d'associations qui sont avec lesquelles je travaille beaucoup depuis que le cinéma nous offre la possibilité d'avoir des séances accessibles. Donc je ne vais pas parler de ça, mais sur la programmation aussi que Marie propose, on milite depuis l'ouverture du cinéma pour mettre des séances accessibles à tous. Et donc elles sont en version sous-titrée, elles ont aussi la version audio décrite proposée pour les personnes aveugles et sous-titrée. Donc je pense que vous avez peut-être assisté à ce type de séance. Donc elles sont aussi ouvertes à tous, évidemment, il n'y a pas de stigmatisation et les gens peuvent venir à ces séances assez librement. Et aussi, c'est aussi une manière de décloisonner aussi. Puisque la vie des personnes en situation de handicap souvent est très recluse, donc c'est aussi une façon d'ouvrir nos cinémas à toutes les personnes, à tous les spectateurs. Voilà. Après, je préférerais qu'on me pose des questions maintenant, parce que sinon, si je rentre dans le détail, c'est un peu c'est un peu fastidieux, peut-être. Voilà. Ouais, je vais vous passer la parole. Enfin, on vous passe la parole. Je pense que c'est non, on va passer la parole. Oui, bonsoir. 2 questions. Vous avez dit on voit tous les films, ceux qui voient les films. Et puis, est-ce que vous pouvez nous préciser le rôle exact d'un distributeur? Alors, c'est nous 4 avec Stéphane. Moi, ça fait partie, c'est la majeure partie de mon temps de travail, c'est de faire des films. Donc, Stéphane et moi, pardon. Dans ce sens-là, on se répartit les films qui sont sortis. En fait, le travail de Caroline peut, comme celui d'Alan, peut donner lieu à de la programmation de films en sortie nationale, c'est-à-dire qui ont une actualité, ou de films comme le film de Werner Herzog qui va être montré vendredi, de films plus anciens, enfin plus ou moins, pas nécessairement de répertoire, mais qui peuvent être sortis il y a un an ou deux, voire de films qui ne sont pas du tout sortis au cinéma et qu'une association sollicite. Alors, du coup, c'est un travail un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que Caroline va plutôt aller chercher des films dans un... Je dis ça... Oui, alors, en fait, je peux, moi, utiliser complètement la programmation et le travail que font Marie et Stéphane, et parfois aussi Alain, pour faire des propositions aux associations, aux services qui me sollicitent, aux groupes, aux collectifs, ou alors je vais répondre à des demandes très précises. Donc, en ce qui concerne Amnesty, c'est un peu... Ils ont aussi une sélection nationale, et donc les films sont labellisés comme la LDH d'ailleurs. Donc ils ont comme ça des listes de films qui ne sont pas forcément des films qu'on a choisis au Méliès, ne sont pas forcément des films dont on a entendu parler, parce que des fois vous avez aussi des films assez tôt, au moment avant leur sortie. Donc on va se servir des propositions là, on va prendre les propositions qui nous sont faites. Pour Into the Abyss, il y avait 4 films, et puis quand même je me suis laissé un peu la possibilité de voir si les copies existaient, parce que c'était des films qui étaient tous de 2010, pratiquement ils sont tous sortis à la même époque. Et donc voilà, il n'y avait qu'un film qui était disponible, une copie disponible. Mais en fait, là par exemple, on a travaillé avec une association, il n'y aura pas de séance parce que ça a été très compliqué. En fait, il y a un film qui est sorti aux Pays-Bas, qui n'a pas de distributeur en France.
Et donc, on est coincé parce qu'on peut, à moins de jongler après avec l'association, qui est une association française qui, de familles épileptiques qui voulait un film vraiment assez particulier, très spécifique. Voilà. Donc, ce film était intéressant, je l'ai vu pour le coup, et comme il était recommandé par l'association en question, moi je me suis dit pourquoi pas. Il est sorti dans le cadre d'un festival à Paris Sciences, et par contre eux ils ont fonctionné sans droit, c'est pas dans une salle de cinéma que la séance a eu lieu, et donc l'association pensait qu'on pouvait ici passer le film, mais en fait c'était pas possible, il aurait fallu vraiment un distributeur en France, ou que l'association elle-même soit distributeur du film. Enfin bon, ça peut être assez compliqué. Bon, j'ai dit, cette fois, cette séance, ça se faisait dans le cadre d'une semaine qui s'appelle la Semaine du cerveau, n'aura pas lieu ici, mais on espère bien, pour une prochaine fois, présenter un film. Voilà, et souvent, on fait des sorties comme ça, des films qui sont, et même sur des films qui sont aussi réalisés par de jeunes réalisateurs, mais non professionnels. Et ça nous arrive assez souvent dans les quartiers. On a des demandes de jeunes équipes de réalisation, même on porte des projets de jeunes qui ont réalisé des films et qui sont évidemment tout à fait enthousiastes à l'idée de présenter leurs films ici. Et nous, ça nous demande effectivement un travail aussi de défendre d'abord un peu le film aussi au niveau de l'équipe, mais aussi de pouvoir faire une séance dans le cinéma qui soit une séance commerciale. Donc là, il nous faut passer par le CNC. Du coup, ça ramène à votre question à propos du distributeur. Un distributeur, c'est une société de distribution. Vous voyez le logo avant chaque film, qui va acheter les droits d'un film pour une durée donnée sur un territoire donné. Donc nous, on est soumis à certaines règles du CNC. On ne peut en théorie diffuser que des films qui sont distribués par un distributeur en France. Donc quelqu'un a les droits en France, une société de distribution. Quand on diffuse des films de répertoire, c'est qu'un distributeur qui est plutôt spécialisé dans le patrimoine va avoir racheté les droits au studio américain pour une durée donnée. Ça peut être pour 6 mois ou pour 5 ans. Certains distributeurs, là on a reçu un message d'un distributeur d'un film de Michel Oslo qui nous disait attention, on n'a plus les droits du film que pour 2 mois, donc si vous voulez le programmer, c'est maintenant. Voilà, donc les distributeurs, on travaille, je pense, avec une centaine au fil de l'année. Hein. Bien sûr, il y en a plutôt quelques dizaines avec lesquelles on travaille régulièrement, mais il y a des sociétés donc très petites et des très très grosses boîtes. Et quand on tombe sur un film, un de ces films dont parle Caroline, qui n'a pas, certains films ne trouvent pas de distributeur, c'est-à-dire que quelqu'un a pu faire un film et puis le proposer à la distribution en salle. Donc le distributeur, entre autres choses, s'occupe de montrer le film au CNC pour qu'il ait un numéro de visa. Le film passe devant ce qui s'appelle assez vilainement une commission de censure, mais enfin, c'est ça, qui doit juste la raison d'être du visa, c'est de déterminer si le film peut être vu par tous les publics, ou comporter une interdiction au moins de 12 ans, au moins de 16 ans, ou éventuellement au moins de 18 ans. Mais tous les films passent devant un comité qui leur donne un visa de censure, dire c'est bon, ça c'est valable pour le tout public, etc. Donc nous, en théorie, on ne peut montrer que les films qui ont un visa, donc qui ont été présentés à la commission par un distributeur. Je schématise un petit peu. Donc quand on se trouve devant un cas de figure qui n'est pas celui-là, on peut s'assurer de la disponibilité des droits qui peuvent être détenus par le producteur, mais qui n'a pas forcément la possibilité de distribuer le film en salle. Et nous, par le producteur ou une autre entité, nous, à ce compte-là, on peut faire une demande au CNC de visa temporaire qui est valable pour une seule séance ou pour un nombre de séances données dans un cadre donné, etc. Donc on a quand même cette possibilité-là de montrer parfois des films qui ne sont pas dans les sorties classiques, etc., dans le marché classique. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Non, je vais compléter si ça ne dérange pas. Juste pour rappeler, pour
tout le monde ait la même chose en tête. L'industrie cinématographique est divisée en 3 acteurs principaux. Devant vous, vous avez des exploitants qui sont en bout de chaîne. C'est un mot très très moche quand même. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas ta faute. Mais tu m'exploites. Et donc, du coup, au tout début, vous avez la filière de production qui n'inclut pas seulement le métier de producteur, mais aussi production au sens où on fait quelque chose. Et entre les deux, vous avez la distribution. Et la distribution, c'est donc l'entité qui va acquérir les droits du film à travers une autre entité qui s'appelle le vendeur. Et en général, le producteur ne parle pas avec le distributeur en général, mais il passe par un vendeur qui va prendre une commission. Donc le film est acquis par un distributeur, et à partir de là, le but du distributeur, c'est que le film soit vu par le plus de monde possible. Donc là commence une sollicitation des exploitants, donc Marie, moi ou Caroline. Moi, je discute quasiment uniquement avec des distributeurs qu'on dit jeune public, et entre nous, c'est assez cool les discussions. Tout le monde est gentil. Franchement, je n'ai pas de problème, je ne dois pas amorcer des négociations, peut-être avec Disney. Vous voyez vraiment les plus gros distributeurs. Mais la plupart. Avec Disney, il n'y a même pas de négociation. On fait ce qu'ils nous demandent. Ouais, mais ça n'empêche que la personne Disney est très gentille. C'est vrai en plus. J'ai été à Disney récemment, là, quelques jours. Voilà. Donc il y a des salles de projection à Paris, donc les gros distributeurs ont des salles de projection, et quand vous allez à Disney, vous mettez, il y a un petit badge, tout, et voilà, avec votre nom, machin, il y a un petit Mickey, et puis vous arrivez, vous avez l'impression d'être dans une start-up, et tout le monde est gentil. Donc votre question c'était qui voit les films? Donc Marie, Stéphane et moi. Il y a une dizaine d'années. Pardon? C'est bon, je continue? Il y a une dizaine d'années, il y a un truc qui s'appelait numérique et qui a chamboulé le cinéma. Ça a aussi chamboulé le travail de programmation. Parce que. Alors, moi, j'ai pas connu le 35, mais peut-être Marie pour en parler. Mais en gros. Non, mais j'ai pas connu le 35 à la mesure où j'ai pas travaillé quand c'était en 35. Voilà. J'ai bien entendu connu le 35. Donc, nous, la plupart des films qu'on a, on les voit en streaming. Donc, il y a une grande plateforme où il y a 80% des films. Mais alors moi je parle pour moi, mais j'aime pas trop les voir à travers ce biais-là, mais il est quand même obligé. Donc si je peux, je vais en projection à Paris. Donc nous à Montreuil, on est chanceux, on a la ligne 9, on a la ligne 1, on a les RER, on a plein de trucs, on a le bus. Mais les projections, c'est un peu plutôt dans les quartiers chics de Paris, donc il faut quand même moins une heure de métro. Et c'est bien parce que vous rencontrez souvent des gens très critiques, mais aussi parfois des collègues. Et à partir de là, moi, personnellement, j'ai une grande liste de films à voir pour le prochain programme de 148. Et j'essaie de les caser dans mon temps du mieux que je peux. Et une fois que vous avez vu un film, vous faites un retour avec le distributeur, vous dites oui, voilà, on va le prendre, on va pas le prendre pour telle ou telle raison. Vous devez argumenter, c'est pas juste j'aime pas. Et puis, en fait, je voulais poser une question qui recoupe ce que vous dites. Étant donné que les films ne sont pas sortis, vous les voyez où? Il y a cette plateforme. Il y a des liens vidéo. Alors, dans l'idéal, je vais commencer par le début. Dans l'idéal, il y a des projections de presse qui, comme leur nom l'indique, sont plutôt destinées aux journalistes. Enfin, à l'origine, sont plutôt destinées aux journalistes pour qu'ils puissent écrire leurs critiques en temps et en heure dans leur journal. Sur un film donné, le distributeur, enfin, c'est une des tâches du distributeur, hormis choisir une date de sortie, élaborer une affiche, etc. Il va organiser 4 ou 5 projections de presse à partir de 2 mois en amont de la sortie du film. Donc nous, il nous informe de ces projections, ou quand il ne nous en informe pas, on lui demande. C'est des projections donc, plutôt pour les journalistes, mais auxquelles les exploitants sont la plupart du temps conviés. Parfois, ce n'est pas forcément le cas, mais en général. Donc ça a lieu, comme dit Alan, dans des salles de projection dans le quartier des Champs-Élysées ou dans des salles de projection qui sont directement chez les distributeurs. Après, on peut nous envoyer... Alors, il y a aussi les festivals, bien sûr, où on voit quand même beaucoup de films, parce qu'on y va pour ça. Donc, on va, je sais pas, à Cannes, par exemple, on voit sur 15 jours une 50aine de films. Donc ça avance le travail. Et ensuite, si on n'a pas pu voir un film dans ces conditions-là qui sont quand même les meilleures, on peut parfois recevoir ici une copie du film, une copie numérique, donc on peut voir dans les conditions aussi de salle, les meilleures conditions possibles.
Et puis une fois que si tout ça c'est pas possible, on nous envoie, on peut nous envoyer un DVD, un lien vidéo du film. Voilà. Moi, avec mon grand âge, vu que j'ai connu le 35 mm, j'ai aussi connu l'époque où on nous envoyait les VHS, les films. Voilà, tu vois. Et donc on se débrouille pour pouvoir voir le plus de films possible par tous ces moyens-là. Et juste pour compléter, le fait de pouvoir voir les films en streaming, c'est une chance, c'est une réduction du travail. Enfin, ça nous fait gagner du temps, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup plus de films qui sortent par semaine, donc en fait, il y a énormément de films à voir. Je ne sais pas si tu as les chiffres, mais combien de films tu vois, toi? Je ne sais pas, mais il peut y avoir une semaine donnée 20 films qui sortent. Enfin, c'est peut-être les plus gros chiffres. Ensuite, on a aussi parfois un prêt-de-prix. Enfin, il y a certains films dont spontanément on se dit qu'on n'a pas forcément l'idée de les présenter au Méliès. Parfois, on peut avoir tort, en fait, c'est ça le problème. On ne peut pas tout voir, donc on fait une présélection. Parfois, on se rend compte qu'on s'est trompé, donc on rattrape certains films par la suite. Voilà. Oui, bonsoir. En tous les cas, déjà une belle présentation du fonctionnement entre le Méliès et Amnesty. Et je trouve que c'est très très intéressant de travailler avec vous, de coopérer avec vous, parce que nous, ça nous pousse déjà à anticiper les films, à faire des propositions en amont, puisqu'il y a la programmation sur 5 semaines. Ça nous pousse aussi à chercher, à argumenter pourquoi on préfère tel ou tel film, ou à préciser nos choix de sélection de films. Et enfin, maintenant, ça donne envie aussi de voir des films en avant-première. Parce que souvent, nous, on se base, de toute façon, on s'est obligé sur les propositions d'Amnesty, mais après, sur une même thématique, il peut y en avoir plusieurs. Et ça donne la curiosité de le voir en amont pour finalement mieux préparer aussi la projection débat. Voilà. Alors maintenant, j'ai 2 questions. Voilà. Est-ce que vous voyez beaucoup de films que vous ne programmez pas? Est-ce que ça arrive, ou un peu dans quelle proportion? Et comment sont déterminées les avant-premières qui passent ici, puis peut-être c'est le même fonctionnement ailleurs, mais on va rester au Méliès, donc comment s'organisent les avant-premières? Alors oui, des films qu'on ne programme pas, oui, on en voit... moi, je vois plus de films que je programme que de films que je ne programme pas, aussi parce que le cinéma, il y a beaucoup de salles à remplir, bien entendu. Enfin, remplir. C'est pas un mot forcément très élégant, mais c'est vrai que je pense que je vois en proportion plus de films que je décide ensuite de programmer. Après, je n'ai pas vraiment la proportion en tête, mais évidemment, il y a déjà une question de choix, qui peut être un peu des films qui nous déplaisent profondément. Ça arrive, ça vous arrive à tous. Alors après, c'est pareil. Là, c'est là qu'arrive le facteur un peu, je cherche le mot, subjectif, merci, qui va faire que certains films qu'on a choisi vraiment de ne pas programmer, comme disait Alan, en s'expliquant avec le distributeur, en disant vraiment pourquoi. Donc parfois ça crée des vraies tensions, on peut même être face à une incompréhension aussi de certains spectateurs qui voulaient voir un film. Voilà. Donc, après, ah oui, les avant-premières, ça c'est la proportion, je ne l'ai pas, mais oui, évidemment, on voit les films aussi pour choisir. Donc dans les choix, il y a des rejets. Les avant-premières, on ne fait pas nécessairement beaucoup d'avant-premières. Quand on invite des équipes, dans la mesure du possible, on essaie de le faire sur le temps de programmation du film, ou alors Quand on fait une avant-première, on se base plutôt sur la présence d'un réalisateur. Par exemple, si c'est un réalisateur étranger et qu'il est en France pendant un temps donné, on va évidemment cibler la séance sur le moment où il est en France. Souvent, on essaye de faire plutôt des rencontres après la sortie des films ou juste avant, parce que bon, il y a la presse qui paraît, c'est un peu plus simple. On ne court pas forcément après les avant-premières très longtemps d'avant.
Après, il y a certaines avant-premières, par exemple, je pense aux prochaines James Bond qu'on va vous montrer. On a en première le 3 avril. C'est le distributeur qui dit c'est le 3 avril, et puis c'est tout. Donc bon, on y va ou on n'y va pas, mais si on veut faire ça le 2 ou le 4, c'est pas possible. Donc on décide de le faire le 3, c'est comme ça, c'est son choix, c'est le choix de la société Universal. Ensuite, c'est un petit peu comme ce que je disais sur la programmation de départ, c'est une question d'équilibre en fait entre les différentes propositions, les différents films. Mais on se base vraiment plutôt sur des plannings là où c'est possible de faire des rencontres pour déterminer si on fait une avant-première ou non. Bonsoir. Bon, la question que je voulais poser, vous avez déjà répondu en partie. C'était sur les films que vous voyez avant la programmation. Donc, j'ai pas très bien compris comment ça se passait. Vous êtes informé par tous les distributeurs. Donc, comment ça se passe concrètement? Vous avez des mails qui arrivent en disant voilà, il y a tel film qui sort tel jour. Et après, donc, vous décidez d'aller les voir ou pas, si j'ai bien compris. Ça, c'était ma première question. Comment vous êtes sûr de ne pas en rater? Est-ce que des fois vous avez un problème? Parce que bon, moi je lis souvent les critiques de Télérama, et des fois on voit que Télérama a été interdit pour la vision de ce film. Voilà, donc est-ce que ça vous arrive à vous aussi d'avoir des loupés comme ça? Et la deuxième question, c'était, tu as parlé de line-up dans ta présentation. Je ne sais pas ce que c'est, est-ce que tu pourrais expliquer s'il te plaît? Je vais commencer par ça. Le line-up, c'est un terme, enfin, je ne sais pas si ça doit être utilisé. Bref, c'est le déroulé, en fait. Un distributeur qui prévoit tous les prochains films qui va sortir. Donc, il va nous envoyer un mail ou une information en disant, ben voilà, le 1er avril, je vais sortir ça, le 25 mai, je vais sortir ça, le 12 juin, je vais sortir ça, etc. On nous envoie le programme, la liste de ces prochaines sorties. On appelle ça un line-up. Voilà, je ne sais pas exactement pourquoi, mais enfin, c'est le mot consacré. La question, c'était sur est-ce que vous êtes sûr d'être informé de toutes les sorties, et est-ce que vous avez des fois des loupés En fait, on se réfère bizarrement à une source professionnelle qui est le film français, qui recense toutes les sorties des films, et aussi à Allociné, en fait, qui est très très bien renseigné. Alors, par ailleurs, on reçoit bien sûr des informations des distributeurs, donc c'est le travail de nous informer, de mettre en valeur les prochains films qui vont sortir, donc on nous envoie des listes de projections de presse, etc. Mais régulièrement, en fait, on se réunit, tout le pôle programmation, pour feuilleter le film français en général. On pointe toutes les sorties, on discute de celles qui paraissent évidentes, de celles sur lesquelles on a ce qu'il faut voir, voilà, on en discute ensemble. On se répartit, à ce moment-là, on essaye de se répartir les films à voir en fonction soit des orientations des postes de chacun, parfois aussi en fonction des goûts, en fait, parce que c'est pas vraiment formalisé, mais on a quand même une règle qui est un petit peu, c'est celui qui aime qui a raison, quoi. Mais c'est parce qu'on a des cinéphiles les uns les autres, pas forcément exactement les mêmes, mais on se fait confiance sur l'idée que s'il y a l'un d'entre nous qui a aimé un film, ça peut pas être fondamentalement un mauvais film. Enfin voilà, c'est ce qu'on pense. Par exemple, Alan est allé voir dans un festival le prochain film de Sébastien Lifshitz. Il l'a trouvé super. Moi, je suis pas, je vais aller. J'ai envie de le voir, donc j'irai le voir quand il sortira, mais je suis pas repassée derrière pour confirmer, parce que voilà, son enthousiasme suffit à la programmation. Alors c'est un film qui est un peu jeune public, mais aussi pas seulement. C'est un exemple que j'avais en tête. Voilà. Et du coup, comme on est sûr de ne pas rater un film, on n'est pas sûr, comme je le disais, on a des intuitions sur certains d'entre nous. Parfois, il y a un film qu'on peut voir, deux membres de l'équipe voir, et il y en a un qui n'aime pas trop, et l'autre qui a un vrai coup de cœur. Donc, à ce moment-là, on discute. Donc, c'est moi qui fais la grille.
je vais juste compléter la réponse de Marie. Moi, comme j'ai la chance de ne pas avoir beaucoup d'interlocuteurs au niveau de la distribution, et qui n'ont pas beaucoup de sorties dans l'année, on fait souvent des points sur leurs prochaines sorties dans les 6 prochains mois. Et donc, du coup, j'ai pas vraiment la nécessité d'aller chercher, de vraiment faire attention à tel ou tel film qui sort, parce que les films du public, il n'y en a pas énormément. Et ce qu'a dit Marie est vrai, le film français, ça recense vraiment toutes les sorties, vraiment. En plus, ça sépare entre films de patrimoine et sorties nationales. Et c'est vraiment c'est notre outil principal, et souvent on se bat un peu pour l'avoir, pour le lire. C'est un cas assez exemplaire. Alors, je voulais demander quelque chose qui touche ce que vous venez de dire. C'est celui qui aime qui a raison. Est-ce que vous devez justifier de vos choix ou les soumettre à Stéphane Goudet? Donc, est-ce que lui, il valide en fait vos choix? Pas nécessairement. Est-ce qu'il a une voix prépondérante, par exemple? Est-ce que lui peut dire non, ça j'en veux pas, ou au contraire, quelque chose dont vous ne voulez pas, ça je voudrais qu'on le prenne? Quel est son rôle en fait en qualité de directeur artistique? Et puis une autre chose, mais qui est peut-être moins intéressante, ce que vous avez dit auparavant du CNC, il y a des gens au CNC qui épluchent des demandes pour des... C'est incroyable. Ils épluchent des demandes pour éventuellement la projection d'une séance et à l'échelon national, j'imagine. Oui, il y a un service des visas temporaires. Enfin, je ne sais pas exactement comment il fonctionne. Hein. Mais en fait, il a été mis en place justement pour que toutes les séances proposées dans un cinéma, encore une fois, qui est un établissement commercial, culturel et commercial, pour que toutes ces séances puissent être... Je crois que c'est à partir de 2008 que ça ne fonctionnait pas très bien au début. On en a un peu fait les frais d'ailleurs. C'est histoire que, en fait, chaque séance soit enregistrée. Donc, je vais faire un peu de technique dans le prix du billet. En général, sauf négociation autre, comme dont a parlé Alain l'autre jour, si on se dit rien, c'est très, très verbal en fait tout ça. Étonnamment, on fonctionne beaucoup avec des accords verbaux ou même de simples mails. Il y a environ, il y a la TVA, il y a une taxe qui s'appelle la TSA qui remonte au CNC, qui permet d'alimenter des fonds de soutien pour la création. Et de ce qui reste, il y a la moitié qui va à l'exploitant, la moitié au distributeur. Donc, le fait d'avoir aussi des visas sur des films qui ne sont pas distribués de façon traditionnelle, ça permet aussi d'avoir cette remontée de TSA sur ces films-là, de générer aussi cette taxe. C'est pas la seule raison, mais c'est aussi probablement une des raisons de la mise en place de ces visas. Oui, et puis un enregistrement de la séance, une séance en billetterie commerciale, c'est-à-dire avec ces tickets que vous recevez qui apportent la mention du titre du film. Alors là, c'est pas le distributeur, mais l'ayant droit. Donc c'est pour que tout soit le plus dans les clous possible. Pour le rôle des uns et des autres dans le pôle programmation et de Stéphane Goudet dont vous avez posé la question, il n'a pas de voix prépondérante, il ne va pas donner son veto sur la programmation d'un film. Moi j'ai le sentiment qu'on est tous assez à l'écoute les uns des autres, et puis après évidemment c'est plutôt des questions de sensibilité. Quand il y a un d'entre nous qui n'aime pas du tout un film et que l'autre adore, ça peut être un peu compliqué, mais ça peut être dans n'importe quelle configuration, j'ai envie de dire. Ça peut être moi qui adore et lui qui n'aime pas, ou le contraire. Donc c'est toujours des discussions. On va décider aussi en fonction de la place qu'on peut avoir dans le programme à ce moment-là. Est-ce qu'on peut prendre un film de plus, ou est-ce qu'on peut étaler un peu les choses? C'est vraiment, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de règles figées. Lui, son rôle en tant que directeur artistique, donc il a quand même la charge d'animer la plupart des débats, enfin à peu près les 2 tiers des débats qu'on a eu ici, et puis il va plus aussi avoir des relations avec les institutions, enfin le théâtre, tout ça. Enfin, il a plus un rôle de superviseur. Il fait aussi la programmation, mais c'est plutôt mon rôle à moi. Donc il va aussi des films
Bonsoir, alors j'avais une question, c'est comment vous avez fait pour devenir programmateur? Quelles études vous avez fait? Et comment vous avez fait pour en arriver là? Moi, j'ai fait une fac de cinéma, ça s'appelle Art du spectacle, à Lyon. Bon, après, il y en a dans plein d'autres villes, à Paris, notamment. J'ai fait une maîtrise, hein. C'était pas encore un master à l'époque, c'est l'époque du 35. Et puis ensuite, alors, sur quoi maintenant, j'ai fait sur quoi? Moi, j'ai fait une maîtrise sur. Mon mémoire est porté sur les personnages homosexuels des séries télé des années 90. Donc, ça n'a rien à voir avec. Enfin, bon, c'était cinéma audiovisuel. Donc, mais le métier de programmateur, maintenant, je crois qu'il y a des formations, des masters qui ont été mis en place dans certaines facs. Il y a la formation de la FEMIS qui a été mise en place il y a, je crois, une dizaine d'années, à peu près, qui forme aussi des exploitants, pas des programmateurs, mais des exploitants. À mon époque, ou en tout cas, de ce que je sais, ça ne s'apprenait pas en tant que tel. Donc moi, j'ai fait un assez long stage ici, et puis j'ai travaillé à la caisse, à l'accueil, et puis à un moment donné, il y a un poste qui s'est libéré, alors j'ai sauté dessus. Voilà. Mais donc c'est pas un parcours très voilà, c'était pas, j'y pensais pas quand j'étais toute petite, quoi. Mais voilà. Alors, juste, j'oublie, le master il est à Saint-Denis. Et la formation dont parle Marie, c'est dispensée par la FEMIS. Elle est assez chère de mémoire, mais elle ne forme pas pour le métier de la programmation, elle forme vraiment pour le métier de l'exploitation. Quand vous ressortez de cette formation, vous pouvez diriger le cinéma. Vous avez à la fois le volet programmation, mais aussi finance, RH et tout ça. Me concernant, moi, je suis un peu rentré par effraction. J'ai fait une licence de mathématiques. Puis je suis arrivé là. Voilà, il y avait la lumière, je suis rentré là. Je suis arrivé là en tant que... j'ai fait l'accueil, la caisse, puis j'étais de plus en plus intéressé par la programmation. Marie m'a proposé d'animer un cycle de cinéma de genre qu'on a commencé l'année dernière. Il y a des gens qui viennent, voilà, donc je suis content. Donc, et puis il y a quelqu'un qui est parti et on m'a proposé de faire le jeune public. Comme Marie l'a dit, je ne pense pas qu'il y ait une formation, enfin je ne sais pas, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une formation qui prépare vraiment ce métier, tant c'est un peu spécifique par salle. Ça dépend si vous travaillez dans un mono-écran, dans un multiplex, ça dépend si vous travaillez en province ou à Paris. Après, voilà, peut-être Caroline, tu veux répondre aussi? Ben moi, alors, les diplômes à cette époque-là n'existaient pas dans le cinéma. Moi, je viens de... L'époque du cinéma muet. Diplôme universitaire aussi de gestion et des entreprises culturelles. Et puis après, j'ai bifurqué pour une raison tout à fait personnelle. Et je viens plutôt du monde du social, du socio-éducatif, on va dire. Et donc, voilà, je suis arrivée... C'était une reconversion pour moi. Je suis arrivée en 2010 et vraiment, voilà, une passion qui est née sur le tas. Je venais aussi de faire des projets autour de la lecture publique dans le travail où j'étais avant. Donc c'est vrai que j'étais quand même un peu formée à des actions et des projets culturels. Et puis voilà, donc après je suis arrivée dans l'équipe de Stéphane, il m'a fait confiance. Et je suis ravie qu'il m'ait fait confiance parce que ça m'a beaucoup plu. Voilà. Oui, bonsoir. J'ai une petite question qui revient donc sur l'indépendance de la programmation. Est-ce que vous êtes complètement libre du choix des films? Est-ce que Est Ensemble a son mot à dire? Il pourrait avoir son mot à dire? Est-ce que vous êtes en concertation avec les autres cinémas d'Est Ensemble, de la communauté? Est-ce qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là? Peut-être dans la répartition, je ne sais pas, des films à certains moments. Est-ce que vous avez des pressions qui pourraient être incontournables de certains distributeurs? Je crois, j'imagine,
ah, tu veux ce film, d'accord, mais tu prends celui-là avec, je ne sais pas, hein, des histoires comme ça. Et puis, qui s'occupe ici, parce que c'est fort intéressant ce qui se passe, des projets en lien avec le théâtre de Montreuil et d'autres, j'imagine, peut-être des écoles de cinéma, enfin, qui s'occupe de ça? Caroline aussi? C'est plutôt Stéphane, ça. C'est Stéphane. D'accord. Donc c'est vraiment des choses qui commencent, les concerts, ça c'est une autre nouvelle pratique. D'accord. Oui, alors la programmation par rapport à cet ensemble est entièrement libre. Enfin, vraiment, il n'y a pas de... C'est notre travail, on est programmateur, jeune public, etc. Et on n'a pas de demande. Enfin, si, on a des projets en réseau. J'accuse, c'était un cas et ça reste un cas très particulier, mais au final, le film, enfin, il y a eu des discussions, au final, le film est resté à l'écran. Je ne vais pas vous dire que c'était une période, enfin, quelque chose de très réjouissant, mais bon. Je pense que la fin de cette histoire prouve quand même que même quand il y a des tentations, des pressions, les choses se terminent, voilà, comme, avec de la façon dont on l'a prévu. On nous laisse faire notre travail. Oui, alors le réseau, on a un festival qui existe depuis 3 ans. 3 ans, c'est la 3e année, Repérage, qui s'est tenu début février, qui rassemble toutes les salles d'Est Ensemble, donc avec un principe d'avant-première, de premier ou deuxième film, en essayant le plus possible d'accueillir des réalisateurs avec un jury qui remet un prix. Donc cette année, c'est La Cravate qui a eu le prix du festival Repérage. Après, au fil de l'année, on a des actions en réseau de façon aussi précise. Par exemple, avec le cinéma de Bagnolet, qui est vraiment sur la même zone de chalandise. Souvent, on s'appelle pour savoir quel film on va prendre, essayer de les prendre à la suite de l'autre. On a fait des tentatives de faire des rétrospectives. Je ne sais plus laquelle avait été... non, c'est pas grave, ça ne va pas. De faire des rétrospectives donc, avec 2 films chez l'un, 2 films chez l'autre, en essayant de faire circuler les publics comme ça. Donc quand on prend... En général, nous, on prend un film en sortie nationale et Bagnolet va le prendre ensuite. Donc on se met d'accord, on se met d'accord avec le distributeur. On essaie de l'annoncer que dans la foulée, il va être à Bagnolet. C'est un cas assez précis parce que c'est vraiment le cinéma dont on est le plus proche en termes comme on dit, de chalandise. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Et puis, alors après, on se parle avec les autres programmateurs. Et puis, Alan, je pense, peut témoigner aussi sur le jeune public. On peut juste échanger sur est-ce que vous avez vu tel film, est-ce que vous avez les projections de tel autre film, est-ce que vous le prenez, est-ce que vous le prenez pas, est-ce que ça vaut le coup. Ou si on n'a pas eu le temps de voir un film, demander l'avis des collègues. Voilà, pareil, dont on peut avoir... auquel on fait confiance aussi en termes de choix et de goût. Pression distributeur, juste. Est-ce que le distributeur fait la pression? Ah oui, les pressions des distributeurs. Oui, alors bon, ça c'est ce que vous dites, ça existe. Après, c'est interdit, bien sûr, de soumettre la programmation d'un film à la programmation d'un autre film. Il y a évidemment des distributeurs auxquels c'est plus difficile de dire non que d'autres. Je ne vais pas prétendre le contraire. On essaye de garder un équilibre et de garder la tête froide face à certaines... Après des pressions, on a quand même nous-mêmes le Méliès, de par son histoire, sa situation, son public, sa réputation, je ne sais rien, la nouveauté de ses salles. On a nous-mêmes un certain poids qui fait qu'on peut nous-mêmes dire bon, stop, là si c'est comme ça, on continue pas. Et en général, ça dénoue des situations. C'est évidemment pas le cas de toutes les salles, donc nous on a peut-être un peu plus
privilégié par rapport à ce qu'il peut y avoir. Mais oui, il y a des pressions. Dépression, ça reste. La dépression sur nos familles, hein, ça reste. Non, mais je ne veux pas non plus être. Mais oui, les sous-entendus sur tel film ou tel autre. Après, ça peut être des choses qu'on s'induit nous-mêmes aussi. À base, hein, si je ne prends pas celui-là, peut-être qu'il va me refuser le suivant. Donc, on essaye d'en faire abstraction tant qu'on peut. Ah oui, bah alors, ceci dit, ça rend les choses presque plus simples parce que Disney ou d'autres studios, on y va ou on n'y va pas. Si on y va, ils nous demandent tant de séances. Si on dit non, je ne peux pas faire tant de séances, ils disent bon, bah, c'est pas grave, tu prendras le film en 3e ou 4e semaine. À la limite, c'est carré, quoi. Donc on suit ça sur certains gros titres sur lesquels on sait que on va avoir des attentes des familles et qu'on est aussi là pour ça, que notre rôle, enfin, après le rôle d'un cinéma public, c'est aussi quelque chose, on pourrait parler, il y a des visions très très différentes des choses, mais je pense que, je ne vais pas parler, c'est pas le nœud royal, mais on se dit quand même que d'avoir le Disney de Noël à sa sortie, c'est aussi une chose que tout un public attend, on est aussi là pour proposer ça. Il y a d'autres films sur lesquels on va plus... on n'est pas obligé de les prendre dès leur sortie, donc on peut très bien attendre. On ne va pas s'imposer d'avoir 4 séances par jour sur des films qui sont moins attendus et qu'on peut prendre sur les vacances suivantes. Voilà, donc avec Disney, à la limite, c'est même pas une question de pression. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alan. En fait, le problème vient avec Disney, c'est qu'ils sont tellement hégémoniques qu'ils ont un film qui sort peut-être... Là, il y a eu quelque chose qui s'appelle L'Appel de la forêt, qui est sorti il y a quelques semaines. Il y a quelques jours. Dans 2 semaines, il y a un autre film de Disney qui sort. Donc, des fois, nous, on ne peut juste pas suivre le rythme. Et comme l'a dit Marie, sur les films très attendus comme Star Wars ou les films de la saga Marvel, on va peut-être se positionner en sortie nationale. Mais d'autres, on les prend en décalé. Puis en fait, il n'y a pas trop de problème pour les prendre en décalé. Donc, c'est pas tant que Disney met la pression, c'est qu'ils mettent la pression à tout le monde, tellement ils sont imposants. Donc, bon, on fait avec. Même en général, avec on prévoit en fait un peu à l'avance. On dit voilà, ça je prends pas, ça je prends pas. Le correspondant aux notes, il dit bon, bah ok, j'ai noté, on est tranquille pour 6 mois. Moi, une question que. Moi, j'ai vite fait. À un moment, vous programmiez des karaokés. Et alors, est-ce que c'est volontairement qu'il n'y en a plus, ou est-ce qu'il y a des soucis, ou parce que moi, je trouvais ça super sympa. Il faut trouver des films qui s'y prêtent. Il n'y en a pas énormément. Enfin, il n'y en a plus énormément. Moi, la question que je voulais vous poser, c'était, j'imagine que vous aviez travaillé quand c'était à Croix de Chavaux, et que du coup, il a fallu élaborer une autre grille. Quels ont été un peu vos principes pour élaborer cette grille? Quels sont les principes sur lesquels vous vous basez pour aider à organiser ça? Et puis, je voulais savoir, comme il y a des films qui passent sur une longue période, si par exemple, est-ce que vous voulez changer de salle? C'est une deuxième question, en fonction de l'occupation de la salle. Et puis, il y a une question un peu technique. Comment ça se passe au niveau des projections? Est-ce qu'il y a un serveur central? Comment, concrètement, il y a un lieu dans le cinéma où on envoie les films dans les différentes salles? Et puis, juste une petite rectification par rapport à la FEMIS. C'est pas payant, la formation initiale. Elle est gratuite. La formation, je suis désolée. C'est la formation continue. C'est la formation continue qui est payante. C'est pour les professionnels qui veulent se développer, se reconvertir. Mais en formation initiale, c'est gratuit. Il y a 8 places en formation d'exploitants, 6 places de distributeurs. Et il y a pas mal de cours sur la programmation. En revanche, je vous dis ça parce que j'ai travaillé. J'étais responsable de la formation continue à la FEMIS. Et en revanche, pour se présenter à la formation, il est parti le jeune homme. Pour se présenter à la formation initiale, il faut quand même avoir eu de l'expérience, soit de stagiaire, soit d'avoir travaillé dans des cinémas. Enfin, il ne faut pas venir de rien du tout en termes d'expérience. Voilà. Désolée, c'était une petite rectification, mais je voulais quand même la donner. Merci de la rectification. Voilà. Oui, alors c'était sur la grille. Oui. Pour le passage du 3 à 6 salles, alors moi, en fait, avant, dans le passage, j'étais à l'AD.
j'étais jeune public. Et donc j'ai commencé la programmation à peu près un an après, avant le déménagement. Donc du coup, j'avais une expérience j'étais assez nouvelle dans la fabrication de grilles, qui est un artisanat qui se perd. Non, mais disons que le principe que je me suis donné, c'est de faire pas une photocopie en termes de film, mais en termes de façon de programmer. On a essayé de garder dans le CISAL les proportions de tout type de film. D'ailleurs, c'est à peu près ce qu'on constate quand on regarde le nombre de films arrêt-essai, recherche. Alors, c'est des entrées, mais bon, on est obligé d'avoir ce genre de façon de compter, quoi. Donc on regarde les films recherche, les films patrimoine, les films jeune public, les films arrêt-essai globalement qu'on diffuse. On a gardé les mêmes proportions de films de séance que dans le 3 salles. Donc disons qu'on passe un peu plus de tout. Enfin, on passe 2 fois plus de tout, 2 fois plus de blockbusters, 2 fois plus de films, enfin jeune public je parle en projection publique, parce qu'en projection scolaire, on n'a pas pu non plus doubler le nombre de projections, parce que c'était beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais Au niveau des horaires, peut-être, ou des jours enfin, au niveau des horaires, on a gardé grosso modo les mêmes horaires. Un peu avant le déménagement, on avait créé la séance du dimanche matin, qui n'existait pas avant. Et l'autre différence, c'était que dans le 3 salles, on n'avait pas de séance à 14h en semaine, et lundi, mardi, jeudi. Donc là, comme j'ai dit, on n'a pas... Enfin, parfois, on a 4 salles en scolaire, mais en général, on réserve 3 salles pour les scolaires. Donc on a créé les séances de 14h publiques, lundi, mardi, jeudi, sur 3 salles. Mais à part ça, on n'a pas... Il y a des proportions entre les différents... On a gardé les mêmes proportions, tout à fait. C'est quoi les proportions, alors? Alors, on a 85% de films à réessai. Alors, encore une fois, c'est qu'une donnée sur l'année. Oui. Non, 85% de séances, pardon. À réessai. Le nombre de films, je ne sais pas, ça doit être 25 films par semaine. Oui, mais quelquefois 30. En moyenne. Mais alors après, les proportions... Les 25 films par semaine, ça peut compter une rétro où il y a 2 séances dans la semaine, une rencontre, une séance, etc. Est-ce que tu changes de salle, de film? Comment tu les changes? Alors, oui, et puis la question des serveurs. En fait, on envoie... La grille, elle est préparée donc 5 semaines à l'avance. On zone comme marge le vendredi pour l'envoyer aux projectionnistes. Comme on a beaucoup de multiprogrammation, on a plusieurs films dans chaque salle, ce qui est souvent il y a beaucoup de cinémas, notamment à Paris, qui ont un film par salle. Donc si on doit changer la salle, c'est plus simple parce qu'on prend un film, on met dans on change juste un film de salle. Nous, avec nos 25 films par semaine, parfois un peu moins, mais bon, on a 2, 3, des fois plus de films par salle, plus les séances scolaires, plus les séances uniques. Donc en fait, la grille, les films sont vraiment imbriqués les uns dans les autres. Donc ils sont prévus par bloc. Tel bloc va dans une salle, tel autre va dans une salle, etc. Le vendredi, on regarde un petit peu comment les choses ont démarré. Éventuellement, on modifie, mais donc toujours par bloc. C'est pour ça que des fois, on se retrouve avec des films un peu moins porteurs, qui vont être, avec un peu moins de public, qui vont être dans des grosses salles, parce qu'ils sont intercalés entre un film où on attend un peu plus de monde, mais ça peut être tout bêtement parce que c'est un film court et un film long. Enfin, ça peut être des choses très pragmatiques comme ça, mais on essaie quand même de les... En gros, on compte 2 grosses salles, la 1 et la 2, 2 salles moyennes, la 3 et la 4, et 2 petites salles, la 5 et la 6, en essayant d'assortir à ce qu'on imagine de la carrière du film. Et le vendredi, je répartis éventuellement les films sur des salles différentes par rapport à ce que j'avais anticipé. Et ensuite, la grille part en cabine, donc ce fameux lieu où sont tous les serveurs. En cabine, les projectionnistes récupèrent donc toutes les copies. Bien qu'on ait bien qu'on soit en numérique, on a encore beaucoup de copies physiques, c'est-à-dire que les films nous arrivent sur des disques durs,
on les récupère dans des stocks de films. Donc on commence à en recevoir quelques-uns par la fibre, par la magie des airs, disons. Mais on a encore beaucoup de copies physiques sur disque dur, donc les projectionnistes, ils ont le gros boulot de récupérer, de lister tout ce qui est arrivé, tout ce qui part. Une fois qu'ils reçoivent la copie, ils ingestent le film dans leur salle à librairie, où tous les films sont enregistrés. Et ensuite, une fois que les films sont en librairie, avec la grille qu'ils reçoivent le vendredi, ils envoient tous les films nécessaires dans le serveur de chaque projecteur. Donc dans la 1, il va y avoir 3 films, dans la 2, 5, dans la 3, etc. Donc c'est à cause de cette imbrication, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, des films les uns dans les autres, que parfois ça peut être compliqué, des changements de salle de dernière minute, quand on a une séance qui est pleine et qu'on se dit, oui, mais pourquoi on ne change pas de salle? Parce que les volumes, les films sont des volumes assez lourds, et une fois qu'on a les 5 films de la salle 2 qui sont enregistrés dans la salle 2, en changer un, ça fait une cascade qui... je ne sais pas si je... Et vous avez combien de projectionnistes en même temps? Il y en a 2 le mercredi matin, qui est le mardi soir, je crois, sur le moment de bascule où les films arrivent et repartent, et Gesté, le mercredi matin, ils testent tous les films de la semaine pour être sûr qu'ils passent bien, parce que des fois aussi avec le numérique, on a des surprises, et puis des choses qui ne sont pas du tout maîtrisées, c'est-à-dire que tout a l'air bien, que le film part pas. Ça, c'est comme à la maison avec des surprises. Et sinon, c'est à la fois. On peut doubler en cas d'événement qui nécessite vraiment... Le seul projectionniste pour doubler ça. Voilà. Quand il y a un événement, par exemple, si on a un film en 35 mm qui va nécessiter une personne qui est derrière la bécane pour s'occuper que de ça dans la soirée, on peut avoir quelqu'un en renfort sur une soirée, sur des événements comme ça. Mais sinon, en temps normal, il y a un seul projectionniste sur toutes les salles. Ce travail, ils le font à la semaine ou pour les 5 semaines? Non, à la semaine. Je vais juste compléter pour les geeks un peu. Un film, au minimum, en moyenne, c'est 60 gigas. Donc ça, c'est vraiment la moyenne basse. Après, quand on a des films avec plusieurs versions, donc une version française ou une version anglaise, ça augmente. Et ensuite, quand vous avez une version 3D, ça augmente encore. À titre d'indication, le dernier Marvel, donc Avengers, il faisait 500 gigas avec toutes les versions. Et quand vous avez la version audio description, quand vous avez la version... À chaque fois que vous avez... En fait, le film arrive en un seul fichier, qu'on appelle un DCP. Et ensuite, vous avez la piste image, qui est composée de 24 images par seconde, et la piste son, les diverses pistes son. Techniquement, c'est exactement comme Marie l'a dit, c'est une baie de disque dur, qu'on appelle une librairie, c'est un anglicisme, ça veut dire bibliothèque en français, où la première chose que font les projectionnistes, ils mettent les films dedans, donc ça prend du temps, c'est plusieurs dizaines de gigas. Ensuite, une fois qu'ils sont dedans, ils doivent les dispatcher dans les serveurs, et souvent, je ne sais pas si c'est de votre part, mais souvent la lumière ne s'éteint pas, ou le son est trop fort, ou que sais-je, et quelqu'un sort, la lumière c'est pas éteinte, c'est toujours la même chose ici. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez le film ici, une fois que le fait d'avoir le film, vous ne pouvez pas le balancer directement dans le projecteur. Il faut faire ce qu'on appelle une playlist. Et la playlist, c'est vous dites au projecteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, tu t'allumes. Donc quand il s'allume, il faut que la lampe chauffe. Donc ensuite, vous dites, tu ouvres le volet, tu ouvres le son, tu lances le film, tu éteins la lumière, tout ça. Et tout ça, c'est des choses qui se font manuellement par un opérateur, un projectionniste. Et il suffit que la personne elle soit un peu fatiguée, qu'elle n'ait pas relu d'elle. Nous, on a 3 projectionnistes à temps plein. Et il part du principe qu'on ne relit pas le travail que fait chaque l'autre. Sinon, on y passe des heures et c'est plus possible. Donc, ils se font confiance eux aussi. Donc, il suffit que la personne n'ait pas bien eu les yeux en face des trous pour que la piste soit pas faite. Et à partir de là, vous avez le film en salle avec les bandes annonces et vos films. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, je voudrais revenir, il y a une dame tout à l'heure qui a parlé d'Est Ensemble. Moi, je suis étonnée que Est Ensemble ne soit pas présent. Ah ben, si, Est Ensemble est présent. Oui, oui. Ben voilà. Donc, parce que moi, j'avais aussi des questions à poser par rapport à l'entretien des salles. Je vais y revenir après. Je voudrais savoir aussi qui est propriétaire du cinéma, des locaux, des murs. Est-ce qu'il y a un propriétaire? Est-ce que c'est loué? Est-ce que... Je n'en sais rien. Peut-être qu'il y a des gens qui savent.
Et par rapport à l'entretien du cinéma, j'ai pas grand-chose à dire par rapport aux projections, mais par rapport aux toilettes, j'ai fait multiples mails écrits, etc. En ce moment, c'est de pire en pire. Chez les femmes, il n'y a plus que 2 toilettes au premier étage. Depuis 2 mois, on a des tags, des autocollants, rien n'est enlevé. Est-ce que les spectateurs vont venir avec le matériel pour le faire, ou est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui s'en occupe? Dernière question, est-ce que vous savez si le Méliès a fait du tort, je mets des guillemets bien sûr, aux salles commerciales comme celle de Rony 2 par exemple? Est-ce que vous avez des statistiques là-dessus ou pas? Juste pour répondre sur Reste Ensemble, nous on a une réunion sur l'entretien, donc c'est en cours. Et c'est vraiment, non mais c'est sérieux, toutes les semaines ils viennent, donc ils prennent vraiment la... En tout cas, nous on relaie systématiquement vos doléances, et Reste Ensemble les prennent en compte, ils les prennent en compte assez sérieusement. En tout cas, moi j'en viens, on les a vus souvent. Je vais laisser Christelle répondre sur... Oui, excusez-moi, moi je suis Christelle Gros-Henri et je suis effectivement chargée de mission cinéma pour Reste Ensemble. Donc je travaille avec les 6 cinémas du réseau. Donc sur l'entretien super, tu as répondu. Effectivement, Catherine Tormen, qui est la directrice adjointe de la culture, était encore ici la semaine dernière pour parler de l'entretien et effectivement, les collègues sont dessus. Sur les toilettes, je sais qu'il y a un collègue qui s'appelle Ghislain qui est missionné justement pour les changer avec du matériel costaud. Voilà, donc voilà, en tout cas, tout est répertorié et tout est en cours, à ma connaissance. Sur la propriété, il se trouve que c'est Reste Ensemble qui est propriétaire. En fait, celui-ci, il n'y a pas d'avant, en l'occurrence, puisqu'il a été réouvert alors que c'était transféré à Reste Ensemble. Voilà. Et la dernière question, c'était... Alors, sur Rosny-sous-Bois, je ne crois pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ça a fait du tort aux autres cinémas, mais qui sont du réseau, puisqu'effectivement, on a vu les fréquentations du Cinoche de Bagnolet et du Trianon de Romainville qui ont un peu diminué. Alors là, le Trianon remonte, et le Cinoche aussi, mais il y a eu à un moment donné, en 2015, il y a eu une diminution qui a été assez visible. L'Étoile au Lilas. Alors, le Théâtre du Cœur de Chasse, c'est le seul cinéma public du territoire qui n'est pas Reste Ensemble. Parce que l'activité principale, c'est pas du cinéma, c'est du spectacle vivant. Néanmoins, c'est un cinéma public géré par une ville membre. Donc, quand on fait repérage, dont parlait tout à l'heure Marie, on les associe, que ça reste des collègues, et c'est un cinéma public. C'est toujours intéressant de travailler ensemble. Je rebondis. Dans le programme, il y a des textes qui accompagnent chaque film. Je pense que c'est très important et je voudrais savoir s'ils sont choisis en amont ou en aval par rapport à la vision que vous en avez vous. Oui, ils sont choisis en aval. En fait, le programme, c'est vraiment la dernière chose qu'on fait après avoir vu tous les films. Donc, on les choisit évidemment en fonction de... Puis, y compris les extraits, parce qu'on n'a jamais des critiques entières parce que c'est trop long. En fonction du message qu'on veut faire passer sur le film, si je puis dire les choses ainsi, de la vision qu'on a du film et de ce qu'on a envie d'en dire ou de ne pas en dire parfois, parce qu'après il y a des critiques qui disent des choses qu'on n'a pas envie de dire, même si elles peuvent être élogieuses. Voilà, donc on les choisit après avoir vu les films. De plus en plus rare. À une époque, on écrivait certaines parce qu'on ne trouvait pas. Maintenant, il y a plein de super blogueurs qui ont parfois des noms de sites assez rocambolesques, mais qui écrivent pour certains très bien, et du coup, on leur emprunte en les citant bien sûr tout le monde chaque fois leur prose. Mais oui, on écrit après avoir vu les films. J'ai un problème avec la montagne. Après. Oui, alors je voulais rebondir sur les propos de Madame de Reste Ensemble. Donc on entend beaucoup cinéma public, mais qu'est-ce qu'un cinéma public? Et je pense qu'il y a d'autres financements que par rapport à des salles privées, des grandes chaînes
etc. Et comment arrivez-vous à, comment dire, à proposer une tarification aussi accessible? Alors, déjà, cinéma public, c'est des cinémas qui sont gérés par des collectivités publiques, donc là, en l'occurrence, Est Ensemble, mais avant les villes. Il faut savoir que la Seine-Saint-Denis, c'est un peu une exception sur le cinéma, puisque dans les années 70, tous les cinémas privés ont quitté le territoire. Ce qui veut dire que si on voulait que les habitants puissent aller au cinéma, il fallait que ce soit des cinémas publics. C'est pour ça que Cinéma 93 existe d'ailleurs, c'est l'association de 24 cinémas publics et associatifs, puisqu'il y a aussi des cinémas associatifs qui sont très largement financés par le public. Nous, nos cinémas sont 100% gérés par Est Ensemble et par l'argent, les finances d'Est Ensemble. On rajoute à ça les finances qu'on peut avoir par le CNC. Voilà. Et ce qui peut payer pas mal de travaux qu'on fait dans nos salles. Les changements de fauteuils, d'écran, de serveurs, le nouveau Méliès, voilà, tout ça c'est aussi financé par le CNC. Et en tout cas, c'est Est Ensemble. Et le choix d'une tarification aussi basse, c'est un choix politique. Voilà, c'est un choix politique par tous nos élus qui veulent que le cinéma soit accessible au plus grand nombre. Voilà. Oui, donc je le rappelle au cas où. Donc, le tarif réduit, c'est 4 €. C'est pour les moins de 26 ans, les plus de 60 ans, les personnes en recherche d'emploi, les personnes en situation de handicap, les familles nombreuses, tous les minima sociaux. Le tarif plein, c'est 6 €. Et si vous venez très souvent au cinéma, mais que vous ne bénéficiez pas du tarif réduit, vous pouvez acheter la carte cinéma. Et avec soit 5 places à 25 €, soit 10 places à 45 €. Valable assez longtemps, 1 an. Et dans toutes les salles du réseau. Pour vous dire, à l'échelle du réseau, à peu près un peu plus de la moitié de notre fréquentation se fait au tarif réduit. Donc au moins, ça veut dire que c'est un tarif qui est utile. Bonsoir. Alors, je commence par dire merci aux élus pour la tarification, parce qu'on en profite et c'est vraiment extraordinaire. Et merci à l'équipe pour la programmation. Maintenant, j'aurais certaines questions, ou plutôt également merci pour l'horrible Méliès, c'est ça, hein? Maintenant, ça s'appelle Aux frontières de pardon, Méliès. Aux frontières de Méliès. Personnellement, je suis allée voir dans ce cinéma des tas de films que je ne serais pas allée voir de moi-même, y compris ceux-là, et il y avait des vraies pépites, entre autres le film japonais. Enfin voilà. Juste 3 petites questions. J'ai été un petit peu étonnée, bon, on m'a expliqué pourquoi, mais quand même que des jeunes, très très jeunes enfants aient pu se retrouver dans une des séances des Hirondelles de Kaboul, à laquelle j'étais, et qui est quand même un film qui est difficile, même si c'est un film d'animation. Voilà. Donc on m'a répondu que c'est parce que ce film n'avait pas été coté, je ne sais pas quoi, avec une limite d'âge. En fait, je vais répondre tout de suite. Effectivement, les comités de censure dont je parlais tout à l'heure peuvent interdire un film à partir de l'âge de 12 ans. Et ça, c'est comment dire, c'est 12 ans, pas 11 ans et 9 mois, pas 11 ans et 11 mois. En dessous de 12 ans, on n'a pas le droit d'y entrer. Et si on laisse entrer un enfant de moins de 12 ans, bon, je ne sais pas si on peut fermer le cinéma pour ça, mais en tout cas, c'est interdit, quoi. On n'a pas le droit, même avec ses parents, même avec toute sa famille. Et en dessous de ça, nous, on n'a absolument pas de moyens de coercition, comme dit Alan, pour empêcher. Alors, il arrive souvent... Peut-être prévenir quand les gens veulent acheter des billets. Je pense que ça arrive assez souvent. Moi, je ne connais pas ce cas particulier, mais évidemment, souvent les caissiers se renseignent, ou alors nous, surtout sur les films d'animation, tu as raison, comme on sait que ça va attirer spontanément un public plutôt d'enfants, en général on prévient les caissiers, les ouvreurs que c'est plutôt recommandé pour les adultes, ou en tout cas pas en dessous de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Après, si les parents sont sûrs d'eux, ont acheté leur place et soutiennent Mordicus que c'est ça qu'ils veulent voir avec leurs enfants, on n'a pas le choix, on ne peut pas les interdire, on ne peut pas leur interdire d'entrer dans la salle. Donc là, c'est une question de liberté individuelle. Alors sinon, j'ai 2 questions. Il y en a une, c'est
si je ne me trompe pas, il me semble qu'il n'y a plus maintenant des thématiques par programme, non? Parce qu'à l'époque, je me rappelle qu'il y avait vraiment des thématiques, donc pour les 5-6 semaines, avec un certain nombre de films sur un thème. C'était comme ça, en tout cas l'année dernière. Ça peut changer, mais c'est une question. Des rétrospectives ou des... Non, des thématiques, parce qu'à un moment donné, on a vu beaucoup de films sur la question homosexuelle. Une autre fois, il y avait quand même des thématiques sur le film. Non? Disons que ça peut peut-être arriver quand on a des... Alors parfois, il y a des situations où des thématiques se dégagent d'une programmation. C'est un petit peu, pas forcément le hasard, mais ça peut être l'air du temps. Après, on a aussi des programmations dans des cadres particuliers de la journée de lutte contre l'homophobie, par exemple. Donc, on peut être amené à diffuser plusieurs films dans ce cadre-là. J'ai pas le souvenir qu'on ait vraiment eu forcément sur chaque programme des thématiques. Mais après, c'est vrai que parfois, il y a des films qui résonnent les uns avec les autres. Et c'est un peu le hasard. Si, il y a eu des grandes vagues sur des questions d'actualité. Ça arrive, mais c'est pas forcément juste volontaire, tu vois, on se laisse porter par les vagues. Et donc la question demande, c'est je trouve que les films actuels numérisés ont fait énormément de progrès dans les couleurs, ça peut devenir extrêmement beau, mais que par contre des films numérisés comme ceux de Kubrick, je trouve que c'est carrément pas possible. Barry Lyndon numérisé, c'est une horreur. Donc, est-ce que ce serait possible de revoir de temps en temps ces films en 35 dans leur version originale? Parce que là, c'est des splendeurs et on prive les personnes qui arrivent actuellement dans les cinémas de chefs-d'œuvre au niveau de la lumière. Alors, les copies de 35 mm, j'ai vraiment pas toutes les réponses à ça. Mais d'expérience, quand on fait une recherche de film et qu'on a un film qui va être disponible en 35 mm, on a quand même de moins en moins de copies de bonne qualité quand même, parce que il y a l'usure. Il y a certains films qui sont sortis, Tarantino il sort son film en 35 mm dans 2 salles, ou en 70, bon, des coups comme ça. Donc, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais des belles copies 35 mm volontairement tirées pour une ressortie, c'est quand même extrêmement rare, donc je ne sais pas si on y gagne vraiment en qualité. Par ailleurs, nous, on a conservé effectivement 2 projecteurs 35 mm. Dans la salle 1, on a arrêté les projections 35 mm parce qu'il y avait vraiment des problèmes de fenêtres, ça donnait vraiment des choses assez moches, hein, disons. On continue à en faire de façon sporadique, mais je ne vais pas te mentir, c'est quelque chose qu'on fait quand... En fait, c'est plutôt par défaut, en fait. Quand on a... Non, mais je sais, c'est pas ce que tu aimerais entendre. Je pense parce que il n'y a plus cette dynamique, en fait, de ressortir des films. Il n'y a pas, par exemple, les vinyles qui reviennent parce que le son des CD est pas satisfaisant. Il n'y a pas du tout cette dynamique-là dans le cinéma, quoi. La plupart des acteurs sont plutôt contents du numérique, et copie de 35 mm, ça reste quand même extrêmement cher à tirer, et donc on a plus accès, je ne sais pas si Alan, tu as des idées là-dessus, des très belles copies. Je vais juste rajouter que quand tu passes un CAP projectionniste en 2020, qui s'appelle plus projectionniste mais opérateur quelque chose, tu n'es pas formé au 35, donc peut-être que là les projectionnistes entre 35 et proche de la retraite sont peut-être les derniers projectionnistes à savoir projeter en 35, hormis quelques férus. Donc peut-être que ça va changer, peut-être qu'il y aura une prise de conscience, mais en tout cas qu'on peine à trouver des gens qui sachent le faire, et aussi il y a une dimension physique. C'est-à-dire que quand tu montes un film, voilà, tu passes du temps dessus, donc c'est du temps que tu ne fais pas sur ton autre travail, et puis tu portes la copie, tu fais la scène, donc comme chez nous c'est un peu plus compliqué, donc on ne peut pas trop prendre la tête avec ça. Mais dans le prochain programme, il y aura 2 films projetés en 35 mm. La femme aux chimères le 29 mars, dans le cadre d'une journée swing avec la Marguerite, et l'immeuble Yacoubian, avec la bibliothèque de Montreuil pour le festival Hors Limite, à l'occasion de la venue de l'auteur du livre L'immeuble Yacoubian, dont le nom vient de m'échapper. Je m'excuse. Voilà.
sera du 35 mm. Je t'engage, je t'invite. Je vous invite à Non, je venir. parle Les amis. des anciens films. Parce que les nouveaux, ils sont beaux. Mais c'est des anciens films. Oui. Enfin, Pas très anciens. non, même Jacobian, il a une dizaine d'années. Mais, Je voudrais savoir si vous avez l'intention de reprogrammer des opéras. Voilà. alors, on a conservé le théâtre, comme vous avez vu. Avec les opéras, on avait choisi un opérateur qui était Pathé Live, qui donc, passait les opéras du Met de New York. On a travaillé 2 ans avec eux et dès la 2e année, ils nous ont fait savoir que les tarifs n'étaient pas assez élevés pour eux. Donc, nous, il y a 2 choses. Un, comme l'a dit Christelle, les tarifs sont votés par les élus, donc de toute façon, moi, je ne vais pas décider demain que oui, c'est 22 € au lieu de 15. Et puis, deuxièmement, même si je pouvais le faire, je n'aurais pas envie parce que je trouve que c'est quand même prohibitif, alors que le contenu n'est pas plus... Enfin, on reçoit on les projette pas en direct, les opéras, on n'a pas encore le PM pour ça. Donc on reçoit comme un film normal sur un disque dur. Ça nous coûte pas plus cher. Après, on peut décider que des élus... les élus aussi en accord avec les distributeurs d'opéra et de théâtre qui de toute façon sont sur des tarifs un peu plus élevés, ont voté ces tarifs-là qui sont entre 12 et 14 €, 15 €. Donc là, pour l'instant, on est en recherche d'un opérateur qui pourrait nous proposer des opéras dans les tarifs qui sont votés et qui pour moi sont en fait, j'ai pas envie de proposer 25 € une place. Encore une fois, j'en ai pas le pouvoir, mais quand même. Pathé Life nous a quand même laissé passer. On a pu continuer à diffuser la comédie française, qui pour une raison obscure a moins de valeur à leurs yeux apparemment, puisque le tarif entre 12 et 15 € leur convient pour ce programme-là. Il faut savoir que c'est des programmes sur lesquels on a aussi. Je ne sais pas si on a eu cette année, mais on peut avoir des séances scolaires aussi sur ces pièces de la comédie française à 4 €. C'est pour information. Donc les opéras, écoutez, on va continuer à chercher pour l'an prochain, mais je pense qu'on va y revenir. En tout cas, je pense que pour l'année, jusqu'au mois de juin, c'est des choses qui fonctionnent par saison en fait. On s'engage sur une saison à programmer soit un par mois ou soit les 3 indispensables de la saison. Enfin voilà, on choisit un peu comme quand on s'abonne à la télé. Donc on a l'intention de le faire. Là, pour l'instant, on est un peu bloqué par cette histoire de tarifs, mais on va trouver une solution avec un opérateur qui sera plus raisonnable. Oui. Moi, je voulais dire que, en tant que spectateur, j'étais plus que satisfait de la programmation du Méliès. Voilà. Mais j'avais 3 petites questions. C'est pourquoi les séances Unipop ont disparu. L'université populaire, voilà, qui présentait des films. Une petite question très particulière sur quelque chose qui me reste en travers de la gorge, c'est la programmation de Drôles de Drame pendant les vacances scolaires sur 2 ou 3 séances, ce qui fait que j'ai pas pu y aller, alors que ça fait 50 ans que j'attends qu'ils soient projetés. C'est pas mon anniversaire. Et que je pense que ce film il aurait mérité un accompagnement, c'est-à-dire voilà, c'était un peu sec quoi. Voilà. Et la 3e question c'était qu'est-ce qui est devenu le cahier sur lequel on pouvait écrire. Il a changé de forme. C'est juste un calepin. Ouais, c'est un calepin. Je ne sais pas, j'ai jamais vu. Donc, sur le cahier, comme ça s'appelait, il est au niveau de l'accueil à droite, il y a des placards. Et il y a un petit cahier, il n'est pas super bien mis en valeur. Mais, ah oui. Mais, je n'ai pas vu. Mais même si vous en ferez un très très gros, en tout cas c'est régulièrement. D'accord. Sur l'Unipop, je vais botter en touche parce que je sais qu'il y a une question de communication sur les événements, mais c'était vraiment Stéphane qui s'en occupait. Donc voilà. Le prochain forum des spectateurs, on essaiera de ne pas le faire pendant le festival de Berlin, donc du coup comme ça, Stéphane pourra participer et tu pourras lui poser la question. Pour Drôle de Drame en particulier, enfin dans ce film en particulier, la programmation du répertoire, c'était quand même un des enjeux dans le cinéma, parce que dans le
3 salles. Alors, c'est aussi lié aux ressorties numériques qui sont plus ou moins belles, pour donner la raison, mais on a gardé ce rythme sur les films de répertoire, en accord avec la plupart des distributeurs de patrimoine d'ailleurs, de programmation de 2 ou 3 semaines à raison de 3 séances par semaine à peu près. Je comprends alors en essayant d'en mettre une en soirée, une en après-midi, pour essayer de savoir qu'il y a une offre de plus en plus vaste en patrimoine. On a parfois aussi du mal à faire des choix. Alors bon, pour le drame, c'est vrai que c'était peut-être quelque chose d'assez, je vais pas dire évident, mais bon, qu'on avait vraiment envie de remontrer. Après, il y a des films qui sont beaucoup plus rares, des films qui sont... On peut avoir envie de montrer beaucoup de choses. Enfin, on essaye de partir dans des rétrospectives. C'est pour moi un des enjeux aussi qu'on a à développer, ou en tout cas à rationaliser, pour ainsi dire. Parce que pour l'instant, on est un peu emporté par le flot des ressorties. Voilà, donc on a ce rythme-là, mais on essaiera de repasser tout le drame en séance jeune public, peut-être. Absolument. Il y avait une... Madame. Oui. Bah oui, mais moi j'ai déjà... Vous pouvez y aller. Oui, j'aimerais poser une question qui figure dans le programme. Peut-on proposer un film et par quel biais? Ça va être un peu le même biais dont on parlait avec Caroline pour les associations, même si vous n'êtes pas une association. Ça s'inscrirait plutôt dans un projet donné, on va dire. Faut nous contacter en fait si vous avez une idée, un film que vous avez vu, qui n'est pas passé, sur lequel vous vous interrogez, ou un film que vous avez découvert dans un festival, d'une circonstance, voilà. Ça va être auprès de l'équipe de programmation, donc soit moi, soit Stéphane, soit Caroline, soit Alan, si c'est plutôt jeune public. Voilà, c'est bon, si vous avez un projet particulier, enfin une idée particulière ou je ne sais pas si ça répond à la question. D'accord, merci. À nous solliciter. Et sinon, il y a une spectatrice tout à l'heure qui a posé la question concernant la propriété du lieu du cinéma. Et question à laquelle vous n'avez pas répondu. Ah pardon, excusez-moi alors. J'ai pas écouté. Propriétaire des lieux. Est ensemble, établissement public territorial. Merci. Vous nous avez raconté énormément de choses sur les dessous du Méliès. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le prix de location d'une copie de film? Est-ce qu'il y a des barèmes? Est-ce que selon le cinéma auquel on appartient, les tarifs ne sont pas les mêmes? Les tarifs ne sont pas les mêmes selon les distributeurs, etc. etc. J'ai aucune représentation de combien est loué un film. Enfin, le prix normal, c'est 50% au distributeur, 50% à l'exploitant de la recette. Ça marche comme ça. Voilà, ça marche comme ça. En disant que c'est le non-dit, pas le non-dit, c'est pas le non-dit. Si on se dit rien, c'est ça. Ensuite, Alan parlait tout à l'heure des minima garantis. Donc, un distributeur, par exemple, dans un cas où, alors, soit dans le cas d'un cinéma qui ne fait pas beaucoup d'entrées, le distributeur va vouloir s'assurer d'obtenir un minimum. Donc il va poser un minimum garanti, par exemple de 200 €, 300 €, ou parfois plus. Cinémathèque, ça peut monter à 1000 voilà, €. Je crois que le plus haut que j'ai vu, c'était 1000 €. Donc ça permet de s'assurer s'il y a 3 spectateurs dans la semaine, il va toucher au moins cette somme-là. Ça, nous, on n'en a pas sur les sorties nationales parce qu'on fait tout. Enfin, même quand un film marche moyennement, on dépasse tout le temps en termes de recettes le minimum garanti qu'on peut nous poser. On en reçoit des demandes sur des séances uniques en général. Il y a certains distributeurs qu'on pose systématiquement. Alors c'est de l'ordre entre 150 et 250 € en général, parfois plus. Une fois, on nous a demandé jusqu'à 500 € ou tout ça. Donc bon, systématiquement, on essaye de le faire baisser. Après, il y a certaines séances sur lesquelles on sait qu'on va dépasser. Si on demande 150 €, le tarif moyen est de 4 €. On fait le calcul. S'il y a 37 personnes dans la salle, on dépasse ça. Alors, après, il y a ne pas perdre d'argent sur une séance, faire un peu de bénéfice sur une séance. Voilà. Après, avec sur
certains films qui ne sont pas nécessairement distribués, on peut aussi avoir des... Par exemple, je pense dans le cas du festival Périphérie, il y a beaucoup de films qui sont négociés directement auprès du producteur. Donc là, c'est des forfaits. C'est un forfait fixe. On paye le temps et on paye, je sais pas, 200 €. Et si on a 2000 € de recettes, ben, on paye quand même 200 €. Enfin, ça n'arrive pas, mais il faudra avoir des salles de 600 places. Mais voilà. Mais la règle générale... Alors ensuite, quand on reprend un film, au bout de quelques mois, parfois on peut négocier une baisse du pourcentage du distributeur. Donc il va prendre que 40%. Dans le cadre des dispositifs scolaires, comme ce sont des copies qui sont tirées par le CNC, le tarif est de 30% pour le distributeur et 70% pour l'exploitant. Donc voilà. Mais la règle générale, c'est qu'on partage la recette. Alors tout ça, taxe déduite, bien sûr. J'ai pas entendu ça, mais moi je voulais simplement dire que la programmation, je la trouve extraordinaire, formidable. Et pour ne pas avoir à remonter très loin, par exemple, j'ai eu un week-end cinématographique, je trouve parfait. Là, je suis allé voir La Colombe Gaza, après je suis allé voir La Fille au bracelet. Et enfin, je suis allé voir un film pour lequel, a priori, je n'étais pas trop client, mais que j'ai trouvé formidable, c'est Birds of Prey. Donc vraiment, je suis enthousiasmé par la programmation. Je vais 4 ou 5 fois par semaine. Je viens 4 ou 5 fois par semaine ici. Donc, c'est dire si je suis satisfait. Alors, donc, il m'arrive de vanter donc le Méliès auprès de copains qui habitent en région parisienne, mais un peu à l'extérieur et moins bien comment dire, pourvu en cinéma. Et récemment, j'avoue que je les fatigue peut-être un peu de temps. Et récemment, je me suis fait quand même piéger parce qu'on m'a parlé d'un film qui s'appelait Le Char et l'Olivier, qui a priori, je pensais que j'allais voir. Alors, c'est sorti le 6 novembre. Et quand ils m'en ont parlé, bon, ça venait juste de sortir, mais je me suis dit, fatalement, ça va être programmé. Et en fait, bon, j'attends toujours. Et donc, je suis allé le voir à l'extérieur. C'est vrai que c'est un film extraordinaire, un documentaire extraordinaire. Et donc, je me demandais si vous pensiez pas, ou si vous pouviez pas promouvoir, vous, un film. Alors, c'est peut-être du domaine plutôt de Caroline et de je sais pas, de groupement avec qui elle a affaire, de faire ce genre de promotion, entre guillemets. Mais donc, je voulais savoir ça. Et puis, vous avez parlé de Périphérie, par exemple. Je trouve que c'est un partenariat assez extraordinaire aussi. Et puis enfin, il y a un film que je voudrais voir, et il vient de sortir, là, il est sorti le 12 novembre, c'est Mickey. Alors oui, il sera dans le prochain programme à partir du 4 mars. Bon, je vous remercie beaucoup. Et je vous en prie, merci pour vos compliments. Le Char et l'Olivier, enfin, moi, c'est un documentaire que j'ai vu passer, et puis c'est un des films que je n'ai pas regardé, et que donc, Martine, je disais tout à l'heure, parce qu'il y a des films que vous ratez. Voilà, après, je ne sais pas exactement ce que vous entendez par faire la promotion d'un film. Le retenir. Après, il y a des films. Parce qu'on peut penser qu'il a été blacklisté, ce film-là, en plus. Alors, pas ici. Enfin, on l'a juste pas vu, en fait. Enfin, on l'a reçu. Hein. C'est pas que son distributeur a fait le boulot. Hein. C'est pas. Parfois, c'est vrai qu'on reçoit plus de films qu'on peut en voir. Après, il y a aussi des périodes. C'est-à-dire que novembre, en particulier au Méliès, mais au mois de mars aussi, qui arrive. C'est une période où moi, j'avance sur des projets depuis quelques mois avec des associations, avec des partenaires.
Et en général, c'est le moment où on va faire beaucoup de séances en novembre. Donc, ou en mois de mars, par exemple, comme il va y avoir la quinzaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, on me sollicite beaucoup. On va me solliciter par rapport à la journée de la femme. Et donc, il y a plein de films qui vont sortir, enfin, qui vont être présentés ou représentés à cette période. Et donc, en novembre, c'est une période un peu chargée. Je pense que les collègues aussi, au niveau du jeune public, c'est pareil. Il y a beaucoup de séances qui sortent et qui sont... Là, il y a les dispositifs aussi scolaires qui se mettent en route. Et puis pour Marie, la programmation, elle est aussi en pointe sur le novembre. On prépare le festival périphérique, par exemple. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a été... alors, pas blacklisté pour nous, mais en tout cas, on ne l'a pas vu, vraiment. Blacklisté, pour moi, c'était en général. La liste en général. Non, mais c'est pas notre... c'est pas notre genre. Mais en fait, voilà, pourquoi pas enfin, s'il y a une proposition voilà, de ressortie du film, moi ça m'arrive souvent de reprendre des films qui sont sortis déjà depuis un petit moment. Par exemple, La Boulon de Gaza, c'est un film qui était sorti aussi en novembre, je crois. Mon film El Pleasure, qui sera dans le prochain programme, qui était sorti, je crois, au mois de juin l'an dernier. C'est ça. Qu'on avait vu à l'époque, qu'on avait beaucoup apprécié. Et on n'a pas... à l'espace. Outre juin, alors après, on peut mettre une séance comme ça, voilà, sur une place, mais pour présenter le film, le faire accompagner par une association, et tout, donc ça va être maintenant au mois de mars, par exemple. Est-ce qu'il est prévu pour 2020 de passer les pièces de la Comédie Française parce que là, vous avez repassé les Fourberies de Scapin, mais qui était passé il y a 2 ans ou 3 ans. Et je voudrais savoir aussi si les opéras en direct ou les ballets en direct, est-ce qu'il faut du matériel spécial? Parce que ça ne s'est jamais fait ici. Je crois que oui, il faut des antennes paraboliques. Attends, je vais passer une liste. Oui, en effet, c'est un boîtier particulier. Il faut être relié, avoir une bonne antenne. Sur le réseau, pour l'instant, on a 2 cinémas qui font l'opéra et le théâtre. Et c'est aussi le deuxième, c'est le Trianon, qui fait du direct parfois. Voilà. Et eux, ils programment toute la saison. Voilà. Et pour la Comédie Française, ils en font aussi de la Comédie Française. Oui. Mais non, là, c'est pas en direct, on est passé, mais c'est prévu pour 2020. Oui, enfin là, on l'a encore... en fait, la Comédie Française, on a l'opérateur qui nous propose un programme pour l'année. Effectivement, cette année, il y avait sur les 4 ou 5 pièces, il y en avait 2 qui étaient déjà passées. Le Fourberie de Scapin et le Petit Maître corrigé qui va être là au mois de mars. Mais donc, on avait le choix entre rien faire ou tout faire. Donc, du coup, on a décidé de tout reprendre parce que on préférait faire ça. Mais c'est pas du direct parce que... Oui, enfin... Merci encore, puisqu'on a une représentante d'Est Ensemble. Une petite question qui nous taraude, je ne suis pas la seule. Il y a de beaux espaces sur Méliès, des espaces il y en a un notamment qui est vide actuellement, c'est l'espace enfant. Et on rêve de pouvoir y faire des conférences, des rencontres. Alors on nous dit qu'il faut des chaises, mais qu'on n'a pas de quoi stocker les chaises. Qu'est-ce qu'il en serait? Parce que ça, c'est vraiment un lieu qui pourrait être super après un film, lieu de rencontre. Et deuxième chose, l'espace Fabu, qui en lui-même est formidable aussi, qui par moment, le lundi n'est pas exploité, c'est-à-dire est fermé. Certes, il y a une convention avec la Fabu, ça je sais, mais est-ce qu'on pourrait imaginer de pouvoir s'y retrouver aussi quand la Fabu ne marche pas? Et il y a un moment particulier où on rêve de pouvoir se retrouver, souvent c'est le soir, mais là on se heurte peut-être à un problème de fermeture du cinéma. Une demi-heure après un film, de prendre un dernier pot, et l'endroit est idéal. Donc, quand on sort dehors, sur la place, il y a devant du forum, du café du forum. Voilà, donc première question, c'est déjà la salle réservée aux enfants. Qu'est-ce qu'on pourra en faire? Alors c'est pas une salle tout le temps vide. Là, par exemple, on va avoir une exposition qui va être installée pour la période, pendant 3 semaines,
une exposition du musée de l'histoire de l'immigration, qui va installer une exposition sur l'histoire du peuple zigane. Donc vous allez pouvoir découvrir cette exposition qui va être installée en mars. C'est aussi un endroit de rencontre, on en fait quelques-unes. Alors c'est l'après-midi, vous n'êtes peut-être pas non plus habitués à venir sur les séances qu'on organise avec le CCAS de la Ligue de Montreuil, où on réunit, puisque on n'a pas forcément de temps dédié pour faire des rencontres en salle, où on se réunit à l'extérieur de la salle pour faire des rencontres avec les réalisateurs. Et là, on va en avoir une vendredi, par exemple, alors, les chaises, on les ramène, on fait notre petit travail, on fait notre petit micmac, on met des coussins, on fait avec les moyens du bord. Évidemment, on ne peut pas avoir 50 personnes dans ce lieu, parce que déjà, c'est un lieu de passage. C'est une issue de secours qui traverse pour la pièce. Donc, on ne peut pas non plus être très nombreux dans cet espace. Et voilà, mais pour des opérations ponctuelles, on est tout à fait, même plutôt favorable à utiliser cet espace. Et il n'est pas tout le temps vide. On a des ciné-goûtés qui sont organisés aussi. Il y en a eu un ciné-goûté samedi, dimanche. Voilà. Et il y a des ateliers comme des ateliers de la semaine école au cinéma. En fait, c'est pas un espace qui est total. Il a l'air inutilisé comme ça, etc., mais c'est un espace qu'on utilise beaucoup. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand le cinéma ouvert, il y avait des ballons, il y avait beaucoup d'enfants. Ça s'est retrouvé très vite ingérable, en fait, malheureusement. Donc, du coup, c'est un peu. Pardon ? Sans surveillance, effectivement, là, c'est la base ici. Hein. Les enfants, c'est sans surveillance toujours. Et, donc, du coup, ça nous a un peu dégoûté, surtout, en fait, surtout l'équipe d'accueil qui devait du coup suivre ça. Et maintenant, on se réapproprie peu à peu à travers des expositions, à travers des ciné-goûtés, à travers des rencontres après séance. Mais effectivement, Caroline a raison, ça reste une sortie de secours, on ne peut pas faire du plus qu'on veut, mais en tout cas, on en a conscience. Et puis, si vous pouvez nous ramener des chaises, on est toujours preneurs. Des chaises et des coussins. Le problème, l'architecte refuse sur les stocks. L'architecte. Ah oui, sous l'escalier. Oui, il ne veut pas qu'on stocke sous l'escalier. On les éparpille. Hein. Après, en ce qui concerne la Fabu, là, c'est vraiment un fonctionnement du restaurant, alors qu'il y a une convention, hein, mais c'est un fonctionnement de restaurant privé. Donc, moi, on les a parfois sollicités effectivement pour occuper leur espace des soirs où ils sont fermés. Évidemment, eux, réouvrir le soir après les séances, c'est pas intéressant financièrement pour eux. Donc, voilà. Et ensuite, occuper l'espace, ça veut dire de toute façon du ménage derrière, en ce qui les concerne, même si on fait très très attention et que ça, c'est déjà arrivé qu'on organise très ponctuellement un pot là, mais Oui, je précise juste qu'effectivement, c'est de l'occupation du domaine public, la fabrique utile, mais du coup, ils payent un loyer. Donc, c'est vraiment leur espace. Sur les 6 cinémas, en fait, 3 ont un espace restaurant. Il se trouve que celui du Méliès, c'est peut-être celui qui paraît le plus ouvert et que les autres paraissent plus extérieurs au cinéma, ont des entrées indépendantes de celles du cinéma. Et ce qui n'empêche, c'est que c'est l'espace du restaurant. Voilà. Et que du coup, si vous voulez l'utiliser, il faut leur demander l'autorisation. C'est ni l'équipe du cinéma qui peut l'autoriser, ni Est Ensemble. Voilà. Après, je crois que la fabrique utile, l'équipe, elle est toujours elle est assez ouverte. Il faut demander de quoi qu'il en soit et nettoyer ensuite si c'est un goûter que vous faites, etc. C'est normal. Ils payent vraiment un loyer pour l'utiliser, donc c'est normal, c'est leur espace. Et pour répondre à votre question là, sur les horaires de fermeture, vous m'invitez si on pouvait rester 38 après, l'idée, je comprends tout à fait ce que vous dites, changer le ton d'un film, mais il y a des gens qui font des journées assez longues, et quand ils ont fini leur journée, ils ont juste envie c'est d'entrer chez eux. Mais du coup, quand le dernier film se finit, c'est un peu tout le monde rentre. Donc, voilà. Et en plus, même
même le café est fermé, donc même eux, ils ne pourraient pas vous accueillir parce que je crois qu'ils ferment assez tôt, à 22h. Les discussions qu'on a à l'interne aussi, hein, donc on est tous très, des fois sur des discussions justement liées aux conditions de travail du personnel, on est aussi sur chacun très partagé, on aimerait bien vous accueillir plus longtemps, on aimerait bien que ça soit un lieu de vie, mais bon, à un moment donné, les gens qui travaillent ont les horaires, et ça, on ne discute pas trop avec les horaires du personnel, mais c'est pas... Voilà. Ça se comprend. Est-ce qu'il y a des questions encore? Merci. Ah. Juste savoir, est-ce que chaque salle de cinéma a un programmateur ou une programmatrice? Parce que ça me semble extraordinaire. Ou est-ce que c'est la directrice ou directeur qui fait office de programmateur souvent? Les salles de circuit, par exemple, n'ont pas un programmateur par salle. Il y a un directeur général par établissement qui gère la vie quotidienne, les RH, la technique, etc. Je ne sais pas, par exemple, UGC a un programmateur sur une équipe. MK2 a un programmateur, CGR a un programmateur. Après, je pense que chaque circuit s'organise comme il veut. Il y a aussi ce qui s'appelle des ententes de programmation, c'est-à-dire que ce sont des sociétés qui proposent à des salles qui ne vont pas forcément pouvoir avoir un programmateur in situ de réaliser, de négocier en fait des films pour eux en définissant un cahier des charges, plutôt sur tel créneau, pour tel type de public, etc. Et donc ils négocient des ententes de programmation qui négocient pour plusieurs salles auprès des distributeurs qui vont avoir un certain nombre de salles qui programment, et voilà. Et après des salles avec des programmateurs. Je pense à un cinéma comme le Grand Action que j'aime beaucoup. Enfin, j'y allais beaucoup avant de découvrir le Méliès. Et j'aime beaucoup sa directrice, qui est quelqu'un qui est formidable. Et dans ma tête, c'est elle qui fait la programmation. Elle a un programmateur, en fait. C'est elle qui va. Avec le Grand Action, oui, quand même. Elle définit un angle, parce qu'après, en plus, à Paris, les cinémas sont vraiment sur des créneaux assez spécifiques. Mais elle a un programmateur qui choisit les films et puis qui organise aussi les événements, qui organise les rencontres, etc. Après, je ne sais pas exactement comment il fonctionne en articulation, mais il y a pas mal de salles quand même qui ont des programmateurs. Après, bon, il y en a certaines qui mutualisent avec des ententes de programmation. D'accord. Donc vous connaissez un petit peu là entre programmateurs? On se croise, oui, comme disait Alan, à des projections de presse. Après, c'est des festivals, beaucoup, oui, il y a des gens qui... Des associations professionnelles aussi, les salles, il y a Cinéma 93 dont parlait Christelle, qui réunit des salles publiques de Seine-Saint-Denis. Il y a la CRIF par exemple, qui réunit des salles des cinémas de recherche d'Île-de-France, qui a un réseau très très dynamique aussi, le GNCR, le Groupement National des Cinémas de Recherche. Enfin, on fait partie de plusieurs associations de salles qui, du coup, parmi lesquelles on peut avoir aussi des dynamiques qui se mettent en place, des échanges informels qui se mettent en place. Enfin, il y a... Donc oui, on connaît pas tout le monde, après c'est pas possible, mais on connaît pas mal de gens du cinéma. Merci beaucoup pour votre question, pour votre participation. Merci Christelle.